Cet incident s'est produit au Royaume-Uni, dans la nuit du 22 juin 1987. Wendy Nell, âgée de 25 ans, passait la soirée avec son compagnon, Ian. Ils formaient un couple, mais ne vivaient pas encore ensemble. À la fin de la soirée, Ian a raccompagné Wendy chez elle. Ils se sont dit au revoir, se sont embrassés, puis le jeune homme est reparti. Le lendemain matin, Ian a reçu un appel de ses collègues, préoccupé par le fait que Wendy ne s'était pas présentée au travail et ne répondait pas au téléphone. Il s'est aussitôt rendu à son domicile. En entrant dans la maison, il a fait une découverte effroyable. Quelqu'un s'y était introduit et avait assassiné Wendy. Il l'a trouvée nue, présentant de graves blessures. Les experts médico-légaux ont conclu que Wendy avait été violemment agressée et qu'elle était morte des suites de ses blessures. Des traces de matériel génétique appartenant à son agresseur ont également été retrouvées, ce qui laisse penser que la jeune femme avait été suivie. Lorsque Wendy était sortie avec Ian, l'agresseur avait profité de son absence pour pénétrer dans la maison par une fenêtre défectueuse et y attendre son retour. La police a découvert une empreinte de pas sur le chemisier de Wendy. Il est également apparu que le meurtrier avait emporté son journal intime, son portefeuille et son trousseau de clés, peut-être pour conserver un souvenir de son acte. 5 mois plus tard, dans la ville de Tunbridge Wells, un autre crime odieux a été commis. Aux alentours de minuit, le 24 novembre 1987, une jeune femme de 20 ans, Caroline Pierce, rentrait chez elle en taxi après avoir passé la soirée en compagnie d'amis. Alors qu'elle approchait de son domicile, des voisins ont entendu des cris. Au moment où elle s'apprêtait à entrer, ils ont regardé par la fenêtre mais n'ont rien aperçu. Le lendemain, Caroline ne s'est pas présentée à son travail. Ses proches ont commencé à s'inquiéter. Personne ne parvenait à la joindre ni à savoir où elle se trouvait. L'inquiétude a gagné toute la communauté. L'affaire Wendy était encore dans toutes les mémoires. La police a interrogé le chauffeur de taxi qui avait raccompagné Caroline. Il est rapidement apparu qu'il n'était pas impliqué dans l'affaire. Il a également déclaré n'avoir rien remarqué d'anormal dans le quartier où il avait déposé sa passagère. 3 semaines après la disparition de Caroline, le 15 décembre, un agriculteur a découvert son corps en décomposition dans un fossé de drainage. Tout indiquait que le cadavre s'y trouvait depuis un certain temps. Ces meurtres sont restés non élucidés pendant de nombreuses années. Cependant, en 1999, de nouvelles techniques médico-légales ont permis aux enquêteurs d'établir un profil ADN complet de l'assassin de Wendy. C'est grâce à l'analyse de cet ADN qu'un lien entre les deux crimes a pu être mis en évidence pour la première fois. La police a retrouvé, dans la base de données nationale d'empreintes génétiques, 1 millier de profils partiellement compatibles avec celui du meurtrier. Le nombre de suspects a été progressivement réduit à 90 individus parmi les plus susceptibles d'être impliqués. Tous ont accepté de se soumettre volontairement à un prélèvement génétique. L'un d'entre eux, ou plus exactement un membre de sa famille proche, s'est révélé présenter une concordance quasi parfaite avec le profil ADN du meurtrier. Le 3 décembre 2020, soit 33 ans après les faits, la police a arrêté l'homme qui était parvenu à échapper à la justice durant toutes ces années. David est un homme de 66 ans, père de 2 enfants. Il exerçait la profession d'électricien dans un hôpital. Lors d'une perquisition à son domicile, la police a découvert d'anciennes photographies datant des années 1980, sur lesquelles on le voit porter des baskets identiques à celles dont l'empreinte avait été retrouvée sur le chemisier de Wendy. Cependant, il est rapidement apparu que ces crimes dépassèrent l'entendement. Même les enquêteurs ne pouvaient imaginer à quel point cet homme s'était révélé pervers. David a été interrogé, et sa maison a été fouillée de fond en comble. Finalement, il a avoué avoir assassiné 2 femmes. Il a également été établi qu'il avait programmé le code de sa carte bancaire en 1987, l'année où il avait ôté la vie à ses 2 victimes. Après son arrestation, les policiers ont découvert 4 disques durs, d'une capacité totale de 5 téraoctets, soigneusement dissimulés à l'arrière d'une armoire. Il s'est avéré qu'ils contenaient environ 4 millions d'images à caractère pédopornographique, téléchargées pour la plupart sur Internet. Oui, c'est bien cela, 4 millions. En outre, la police a découvert 818 000 images et 504 vidéos dans lesquelles David se filmait en train de commettre des actes sexuels sur les corps de personnes décédées. Il tenait également un journal personnel dans lequel il consignait minutieusement le détail de chacun de ses actes. Lorsqu'il travaillait dans le secteur hospitalier, David utilisait sa carte professionnelle pour accéder à la morgue.
Il attendait que le personnel ait quitté les lieux pour pénétrer dans les salles où reposaient les dépouilles, s'y livrer à des actes nécrophiles et filmer l'ensemble de la scène. Parmi les victimes identifiées figurent une fillette de 9 ans, 2 adolescentes de 16 ans, ainsi qu'une femme âgée de 100 ans. Au total, plus d'une centaine de victimes ont été formellement identifiées. Après chaque profanation, David vérifiait les informations dans les registres, notait ses observations dans ses carnets, puis effectuait des recherches sur les victimes à travers les réseaux sociaux. Finalement, David a été arrêté et inculpé pour meurtre ainsi que pour profanation de cadavres. Lorsque la vérité a éclaté, il a été révélé que son épouse était en état de choc. Ceux qui le connaissaient personnellement ont déclaré qu'il n'avait jamais laissé entrevoir le moindre signe pouvant laisser présager de tels actes. Il était perçu comme un homme calme, sans histoire. Dans un premier temps, David a nié les faits, invoquant une prétendue altération de ses facultés mentales. Mais, contre toute attente, au 4e jour du procès, il a plaidé coupable des meurtres de Caroline et de Wendy, ainsi que de 51 autres délits. Parmi ceux-ci figuraient 44 épisodes impliquant 78 victimes à la morgue, entre 2008 et novembre 2020. Il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Le caractère méthodique de ses agissements est illustré par l'un des disques durs saisis. Celui-ci contenait 3 dossiers principaux, dont une partie du contenu était protégée par mot de passe. L'un des dossiers comprenait un sous-dossier portant un nom, lui-même subdivisé en plusieurs sous-dossiers. Ces derniers contenaient 36 répertoires, dont 27 étaient nommés selon une structure précise. Un chiffre, le nom d'une femme, puis un autre chiffre. Dans ces répertoires, David conservait des photographies de lui-même en train de commettre des actes atroces sur les corps de femmes et de jeunes filles. L'analyse des images, la comparaison des dates des dossiers avec les registres de la morgue, ainsi que d'autres éléments de preuve, ont permis d'identifier 91 victimes. Il a été décidé de ne pas divulguer leurs noms, afin de préserver leur dignité. Toutefois, il est établi que parmi elles figuraient des femmes ayant mené une vie pleine de sens, de mérite et d'accomplissement. L'une d'elles avait traversé l'Atlantique à bord d'un avion à hélice et exploré l'Islande dans sa jeunesse. Une autre était une skieuse chevronnée. L'une avait travaillé à Bletchley Park pendant la Seconde Guerre mondiale. Nombre d'entre elles étaient mariées et exerçaient des professions telles que l'enseignement, la médecine ou les soins aux personnes. Elles prenaient soin de leurs proches, formaient leurs élèves, accompagnaient leurs patients ou soutenaient leurs clients. Toutes avaient une famille qu'elles aimaient et qui les aimait. Certaines ont terminé leur vie dans la souffrance, en raison de la maladie ou du poids des années. Mais même dans ces circonstances, elles n'ont jamais perdu leur dignité, jusqu'à ce que David la leur arrache à un moment où elles n'étaient plus en mesure de se défendre. La morgue a pu identifier 81 victimes, mais la police redoute que le nombre réel soit bien plus élevé, peut-être plusieurs centaines. Cela s'explique notamment par le fait que David avait accès aux dépouilles depuis le début de son activité à l'hôpital du Kent. À l'issue du procès, la police du Kent a mis en place une ligne téléphonique dédiée afin de répondre aux questions des citoyens. De son côté, le gouvernement britannique a annoncé l'ouverture d'une enquête publique. Le Service national de santé d'Angleterre a ordonné un audit de sécurité dans l'ensemble des établissements du pays. Celui-ci a été mené en décembre 2022. Par la suite, David a plaidé coupable dans 23 autres affaires d'abus sur les corps de femmes, portant ainsi le nombre total de victimes formellement identifiées à 101. Des années supplémentaires ont été ajoutées à sa peine de réclusion criminelle à perpétuité. À ce jour, aucun élément ne permet d'affirmer que d'autres personnes aient également été victimes de sévices. L'enquêteur principal, David Shipley, de la police du Kent, a supervisé l'analyse des photographies et des enregistrements vidéo saisis. Selon lui, David Fuller a accompli tous les actes imaginables sur les corps de ses victimes, sans jamais exprimer la moindre émotion. « Je ne pense pas, » a déclaré Shipley, « qu'il ait, ne serait-ce qu'une seconde, envisagé qu'il avait un être humain en face de lui. Même morte, une personne demeure un être humain. Il n'a montré ni compassion ni la moindre trace d'humanité. » Il a fallu une année entière à David Shipley pour examiner l'ensemble des notes manuscrites prises par Fuller. Cette tâche fut extrêmement éprouvante, tant la charge morale était lourde et difficilement concevable. Il a également rapporté que sur l'un des enregistrements, David Fuller avait failli être surpris en flagrant délit. Une personne était entrée dans la pièce alors qu'il se trouvait entièrement nu. Mais celle-ci ne l'avait pas remarqué, et dès que la porte s'était refermée, David avait poursuivi ses actes.
Ces faits se sont produits 2 ou 3 jours à peine avant son arrestation. Il est probable qu'il ait cessé de tuer uniquement parce qu'il avait un accès permanent au corps à la morgue. Lorsque les familles des victimes ont appris la vérité, elles ont été profondément choquées et bouleversées. Pour certaines, le choc fut insurmontable. Au moins un homme s'est donné la mort après avoir découvert que le corps de son proche avait été profané par Fuller. L'une des victimes, Tanya Mickeldon, est décédée en 2017 d'un cancer du sein. Ce décès représentait déjà, en lui-même, un deuil profond pour sa famille. Mais plusieurs années plus tard, ses proches ont appris que le corps de Tanya avait été profané par David Fuller. Son fils, âgé de 24 ans, a déclaré qu'il éprouvait un mélange de colère, de douleur et de dégoût. Il a confié que chaque fois qu'il regardait une photo de sa mère, l'image de David lui revenait à l'esprit. En 2014, la famille avait quitté Paris pour s'installer au Royaume-Uni. Peu après leur arrivée, ils ont été victimes d'un accident de la route. Mary, âgée de 16 ans, et sa sœur Hélène, 22 ans, sont mortes sur le coup. Leur père, Michael, est décédé 2 semaines plus tard à l'hôpital. Leur mère est la seule survivante. Des années plus tard, cette dernière a appris que ses filles, après leur décès, avaient elles aussi été victimes de David Fuller. Elle a qualifié ces actes de démoniaques et de sataniques, mais a affirmé qu'elle était prête à lui pardonner. Elle a confié qu'elle souhaiterait lui parler en face, pour lui dire qu'il a besoin de Jésus-Christ. L'une des victimes les plus âgées est Jen Knight. Elle est décédée à l'âge de 100 ans des suites d'un accident vasculaire cérébral. Après la révélation publique des faits de profanation dont elle a été victime, son fils s'est exprimé dans les médias. Le Service national de santé a proposé à la famille une indemnisation de 7 500 livres sterling, assortie de la possibilité d'un versement complémentaire pouvant atteindre 15 000 livres, en reconnaissance du préjudice moral subi. Son fils Jin-soon a déclaré « Je n'arrive pas à dormir. Les pensées de ce qu'il a fait à ma chère maman ne quittent pas mon esprit. Je pense qu'aucun d'entre nous ne pourra trouver la paix tant que nous n'aurons pas obtenu une véritable justice. » Il a également confié avoir été choqué par la somme proposée. « Je ne veux pas passer pour quelqu'un qui ne pense qu'à l'argent, mais ma mère mérite davantage. Nos familles méritent la justice et une indemnisation à la hauteur. » À la fin de l'année 2022, un accord de principe a été conclu. L'avocat représentant les familles a annoncé la création d'un fonds d'indemnisation. Ce fonds fonctionnera dans le cadre d'un programme volontaire, la responsabilité juridique n'étant pas formellement reconnue par le Service national de santé. Le montant moyen de l'indemnisation devrait se situer entre 25 000 et 30 000 livres sterling. Dans certains cas, les sommes versées pourraient atteindre un montant à 6 chiffres. L'affaire David Fuller est considérée comme l'une des plus graves et des plus odieuses de toute l'histoire de la justice britannique. De nos jours, les crimes commis dans les écoles et les universités n'ont malheureusement plus rien de choquant. D'ailleurs, dans des pays comme les États-Unis, il s'agit d'un fait assez courant. Cependant, le cas d'Amy Bishop est remarquable parce qu'elle ne correspond pas au portrait établi d'une criminelle. En outre, il était assez rare que des femmes commettent de tels crimes. De plus, Bishop se distinguait encore davantage. Dès son plus jeune âge, elle excellait dans ses études et obtint un doctorat à Harvard. Son mariage était stable. Elle n'avait pas de casier judiciaire et ne prenait pas de substances illicites. Pourtant, elle est devenue le genre de personne qui va trop loin en matière d'honneur et de moralité. En fin de compte, ces actes ont conduit à l'une des tragédies les plus choquantes jamais survenues dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement. Amy Bishop est née le 24 avril 1965 dans la ville d'Iowa City, située dans l'État de l'Iowa, aux États-Unis. Ses parents étaient Sam et Judy Bishop. Sam a toujours été un travailleur acharné. Il étudiait les beaux-arts à l'université le jour et travaillait comme gardien et concierge la nuit. Le futur couple s'était rencontré à l'école d'art de Boston. D'une certaine manière, ils étaient à l'opposé l'un de l'autre. Judy était une femme extravertie, dotée d'un sens de l'humour très développé, tandis que Sam était un homme taciturne et réservé. En 1968, Sam obtint finalement son diplôme et un poste d'enseignant au département d'art de la Northeastern University. Les Bishop déménagèrent ensuite dans la ville de Braintree, située dans l'État du Massachusetts. La même année, le couple eut son deuxième enfant, un garçon prénommé Sam. Braintree était une sorte de gated community, une banlieue de classe moyenne située juste au sud de Boston.
Sam et Judy se fondirent facilement dans la population locale. C'était peut-être Judy qui avait conquis les gens autour d'eux. Elle s'était impliquée dans la communauté locale dès le premier jour. Elle rejoignit d'ailleurs rapidement le conseil municipal, un organe dirigeant. Elle était notamment chargée de communiquer avec les représentants du gouvernement local. Dans ces conditions, elle avait même un certain pouvoir. Quant à Amy, elle était une enfant plutôt maladive. Elle souffrait d'asthme. Ses parents durent se rendre plus d'une fois aux urgences. En raison d'une certaine impuissance et de l'impossibilité de passer du temps avec ses amis à l'extérieur, Amy s'intéressa aux sciences. À cette époque, elle rêvait de découvrir un remède contre l'asthme. Bien que la jeune fille n'ait obtenu que de bonnes notes, elle estimait que ses parents ne lui accordèrent pas l'attention qu'elle méritait. Curieusement, c'était à Seth que les époux consacraient beaucoup plus de temps. Il réussissait mieux dans ses études et était populaire à l'école. Amy, en revanche, était plus solitaire. En 3e année, elle commença à apprendre à jouer du violon. Rapidement, Seth voulut en faire autant. Après un peu d'entraînement, il surpassa de nouveau sa sœur. Ce garçon était vraiment très doué. Bien sûr, Amy n'aimait pas tout cela, et elle s'en inquiétait même beaucoup. Il était évident que la jeune fille ne pouvait pas être dans un environnement compétitif. Et Seth lui-même s'en rendait parfaitement compte. Il se sentait supérieur à sa sœur et c'était peut-être pour cela qu'il ne l'avait jamais reconnue comme une rivale. C'est pourquoi ils se disputaient souvent. Le fait que Seth soit son cadet rendait la situation encore plus difficile pour Amy. Après avoir grandi, Amy commença à étudier la génétique à l'université de Northeastern. Seth ne tarda pas à s'y inscrire à son tour. Comme auparavant, il surpassait sa sœur en obtenant d'excellents résultats et en réussissant brillamment dans ses études. En guise de passe-temps, Amy rejoignit un club de fans du jeu Donjons et Dragons. C'est là qu'elle rencontra son futur époux, un certain Jimmy Anderson. La jeune fille s'attacha rapidement à lui. C'est drôle, mais elle préférait l'appeler James. Elle trouvait ce nom beaucoup plus élégant. À un moment donné, la compagnie d'Amy et de Jimmy entraîna une détérioration de la relation de la jeune fille avec son frère. Pour Seth, Jimmy avait toujours eu l'air d'un perdant. C'est pourquoi il ne voulait pas que sa sœur s'engage avec un tel homme. De plus, Seth insista pour qu'Amy quitte le club de jeux Donjons et Dragons et rejoigne un autre club plus populaire. D'une manière générale, le frère de la jeune fille estimait qu'elle devait fréquenter davantage d'autres personnes ayant réussi. Un soir de l'an 1985, les Bishop rentrèrent chez eux et constatèrent que les fenêtres du 1er et du 2e étage étaient ouvertes. Une fois à l'intérieur, ils se rendirent compte que les cambrioleurs, quels qu'ils soient, avaient dérobé presque tous leurs objets de valeur. La famille fut véritablement choquée par l'intrusion d'inconnus. Ce qui les inquiétait le plus, ce n'était pas la perte de leurs biens matériels, mais la violation de leur intimité. Judy, indignée, écrivit même une lettre au journal local pour interpeller les cambrioleurs. N'ayant pas obtenu la réponse souhaitée, les Bishop décidèrent qu'une telle situation ne leur arriverait plus jamais. Sam se rendit donc dans un magasin de chasse et acheta un fusil de chasse de calibre 12. Judy ne voulait pas d'armes dans sa maison, mais Sam plaça le fusil dans l'armoire de la chambre et la boîte de munitions sous la table. Avec le temps, la popularité de Seth ne cessa de croître. Malgré son jeune âge, il avait déjà remporté un grand nombre de prix lors des foires scientifiques de son université. Mais ce qui agaçait le plus Amy, c'était que son frère ne parlait même pas de ses propres succès. Elle avait l'impression qu'il les prenait à la légère. La jeune fille apprenait les succès de son frère tout à fait par hasard, par exemple lorsque son père ou sa mère lui en parlaient. En décembre de la même année, Seth vanta à nouveau les mérites de sa sœur en disant à ses parents qu'il ne voulait rien pour Noël. Les Bishop furent déconcertés par les propos de leur fils. En conséquence, Amy dut à nouveau écouter ses parents lui rappeler à quel point Seth était remarquable et apprécié. À un moment donné, Amy se mit à penser qu'elle ne pourrait jamais surpasser son frère en popularité ni attirer autant d'attention que lui. Le 6 décembre 1986, Amy, alors âgée de 21 ans, se trouvait seule dans la maison familiale. Au milieu de la nuit, elle entendit un bruit étrange et sentit que quelqu'un tentait d'entrer dans la maison. Se souvenant de ce qui s'était passé l'année précédente, elle fut prise de panique. Sa réaction immédiate fut de se rendre dans la chambre de ses parents et d'attraper le fusil de chasse de calibre 12 qui se trouvait dans l'armoire. À ce moment-là, son père avait déjà réussi à apprendre à Amy comment charger le fusil.
Une fois dans la chambre, la jeune fille se dirigea vers l'armoire. Elle en sortit l'arme et l'arma. Après quelques instants, Amy était déjà prête à affronter l'intrus. Ce n'est qu'après quelques secondes de réflexion qu'elle en vint à la conclusion qu'il s'agissait probablement d'un membre de sa famille. Et c'était bien le cas. C'était Seth. Amy demanda à son frère de l'aider à décharger l'arme pour qu'elle puisse la ranger avant le retour de leurs parents. De façon surprenante, lorsque la jeune fille voulut remettre l'arme à son frère, celle-ci se déclencha spontanément, blessant Seth à la poitrine. Amy paniqua immédiatement. Elle tira alors accidentellement quelques coups supplémentaires, endommageant le mur de la maison et le toit. Mais ce qu'il y avait de plus étrange, ce n'était même pas cela. Pour une raison impensable, Amy n'appela pas les services d'urgence pour demander de l'aide, mais s'enfuit de la maison en emportant le fusil de chasse. Une fois dans la rue, elle tenta d'arrêter une voiture qui passait, mais en vain. Bientôt, la jeune fille atteignit l'atelier de réparation automobile le plus proche et exigea que l'on lui donne n'importe quelle voiture. Face à ce refus, Amy s'assit par terre. Pendant ce temps, les mécaniciens appelèrent la police. Les forces de l'ordre ne tardèrent pas à arriver sur les lieux. Après avoir évalué la situation, ils ordonnèrent à Amy de poser immédiatement son arme au sol et de se rendre. Elle ne se rendit pas immédiatement, mais ils finiront par l'arrêter. Un peu plus tard, ses parents rentrèrent enfin à la maison et Seth fut transporté à l'hôpital. Il s'avéra que le tir avait touché une zone vitale et que le jeune homme décéda des suites de sa blessure. Au poste de police, Amy prétendit qu'il s'agissait d'un accident. Elle expliqua qu'elle s'était enfuie parce qu'elle avait eu une crise de panique. Sa mère déclara qu'elle était présente lors de l'incident et confirma les propos de sa fille. Judy demanda alors à voir le chef de la police. À l'époque, il s'agissait d'un certain John Vincent Pollio. John était un bon ami de Judy Bishop. Il était entré dans la police en 1950 et, 12 ans plus tard, il avait accédé au poste le plus élevé et s'était forgé une réputation d'homme rusé et excentrique. C'est peut-être pour cette raison que beaucoup de ses collègues l'ont tout de suite détesté. La demande de Judy fut bientôt acceptée et elle et Pollio se rencontrèrent face à face. 11 jours plus tard, le médecin légiste déclara que la mort de Seth Bishop était due à une décharge accidentelle d'arme à feu. À l'époque, de nombreux membres de la police n'étaient pas d'accord avec les conclusions du médecin légiste. Cependant, il n'y avait plus rien à faire. Malgré toute l'agitation provoquée par Amy, le procureur n'engagea même pas de poursuite. En fait, la jeune fille qui avait tiré sur son frère ne passa pas un seul jour en prison. À partir de cette nuit-là, elle resta chez elle, sous la garde de ses parents. Et le plus surprenant, c'est qu'Amy ne chercha jamais à consulter un psychologue pour cet incident. Peut-être que la mort de son frère, aussi traumatisante soit-elle, ne lui avait pas causé de profondes émotions négatives. Peu de temps après, Amy se lança à corps perdu dans ses études. Elle rédigea ainsi une thèse solide qui attira l'attention des recruteurs de l'université de Harvard. Ceux-ci lui proposèrent un poste qu'elle accepta immédiatement. La même année, elle épousa le déjà connu Jimmy. Fait surprenant, le mariage a eu lieu dans la même église que le service commémoratif de Seth. Il convient de préciser qu'Amy n'avait jamais voulu prendre le nom de famille de son conjoint. Elle prit cette décision en pensant que son travail et ses recherches en génétique gagneraient en notoriété. En d'autres termes, elle voulait que son nom de jeune fille et son nom de famille apparaissent dans divers articles et publications. Quelque temps après la cérémonie de mariage, Jimmy reçut une offre d'emploi en tant que biologiste. Mais Amy insista pour qu'il reste à son poste et se consacre davantage aux tâches domestiques. Elle lui rappela également qu'il devait utiliser le nom de James partout où il allait. Au cours des 4 années suivantes, Amy et Jimmy eurent 3 filles. Les études furent difficiles pour Amy, qui eut beaucoup de mal à obtenir le doctorat tant convoité à Harvard. Cependant, après de nombreux efforts, elle atteignit son objectif. En même temps, certains employés de l'université, ayant vu son travail final, le qualifièrent de médiocre. Ils pensaient sincèrement qu'Amy ne méritait pas un doctorat. En réalité, l'achèvement de ses études à Harvard joua un rôle important dans la formation de sa personnalité. Une formation à Harvard est en effet considérée comme une grande réussite. Il n'y a rien de mal à en être fier. Cependant, Amy porta cette fierté à l'excès.
Même lorsqu'elle sortait de chez elle pour aller chercher du pain à la boulangerie, elle se présentait comme le docteur Amy Bishop, diplômée de l'université de Harvard. Bien qu'elle ait été une bonne élève, la jeune femme ne réussissait pas dans son travail au laboratoire de Harvard. Son supérieur, un homme nommé Paul Rosenberg, nota les différents types de problèmes d'Amy. Par exemple, elle se disputait facilement avec ses collègues et s'énervait de manière puérile lorsqu'il faisait des commentaires négatifs sur sa thèse de doctorat. Cela a même poussé le docteur Rosenberg à rédiger et transmettre un rapport à ses supérieurs sur les performances insatisfaisantes d'Amy. Amy réagit violemment à ce rapport. La jeune femme cria et alla même jusqu'à donner des coups de poing à d'autres membres du laboratoire. En fin de compte, en raison d'une telle réaction, le 30 novembre 1993, le docteur Paul Rosenberg parvint à la convaincre de quitter son emploi. L'homme déclara plus tard que le comportement de la jeune femme ce jour-là l'avait effrayé. Selon lui, une personne comme Bishop était capable de franchir la ligne un jour. En regardant vers l'avenir, il avait tout à fait raison. Le 19 décembre 1993, alors que le docteur Rosenberg et son épouse étaient absents, leur femme de ménage trouva une étrange boîte blanche sous le porche de leur maison. La femme la ramassa et la plaça sur la table de la cuisine, puis retourna à ses occupations. Plus tard, lorsque le médecin et sa femme rentrèrent chez eux, ils remarquèrent la boîte et s'inquiétèrent. En général, il n'y avait rien d'inhabituel à ce que des colis arrivent devant leur porte. Cependant, à cette époque, un poseur de bombes sévissait aux États-Unis, déposant également des boîtes devant des innocents. Cependant, ce n'est pas le sujet ici. Comme le docteur Rosenberg et son épouse n'attendèrent pas de colis, ils se méfièrent de la boîte. L'homme prit la décision risquée de découper soigneusement la partie centrale du carton au lieu de l'ouvrir de manière habituelle. En regardant à l'intérieur, il fut surpris de constater la présence de fils et de tuyaux. L'homme comprit immédiatement la gravité de la situation et peu après, des officiers de police se trouvaient déjà devant sa porte. Rapidement, l'évacuation de tout le quartier commença. Une équipe d'enquêteurs et des démineurs arrivèrent sur les lieux. Finalement, les démineurs réussirent à désamorcer l'engin explosif, ou plutôt, les deux engins. Il s'avéra que la décision de découper la boîte avait sauvé la vie du médecin. Lorsque les policiers examinèrent les engins explosifs, ils furent déconcertés. Ces bombes ne ressemblaient absolument pas à celles que le criminel recherché avait laissées derrière lui. Ces engins étaient d'une conception unique, contrairement aux bombes primitives de l'imitateur. Lorsqu'on demanda au docteur Rosenberg s'il existait une personne qui le haïssait assez pour faire cela, il répondit que oui, il s'agissait d'Amy Bishop. Dès lors, les enquêteurs commencèrent à surveiller la suspecte. De nombreuses personnes se manifestèrent pour dire qu'elles se méfiaient d'elle. Il convient de rappeler qu'Amy avait eu de nombreux conflits au sein du laboratoire. Elle accusait toujours ses collègues de s'approprier son travail. Un témoin affirma même que Jimmy, le mari d'Amy, l'avait menacé de mort. Jimmy lui-même, bien sûr, nia les menaces et déclara que c'était lui qui avait fabriqué les engins explosifs. À un moment donné de l'enquête, le couple refusa de coopérer avec les autorités. Cela se produisit lorsqu'une des commandes en ligne de Jimmy révéla un grand nombre de composants parfois utilisés dans la fabrication de bombes. Malgré la présence de preuves apparemment irréfutables, les enquêteurs décidèrent d'abandonner les poursuites contre Amy et Jimmy, faute de preuves suffisantes. Par la suite, Amy continua à travailler dans divers laboratoires et centres de recherche. Cependant, il était déjà évident que son comportement devenait de plus en plus instable. Elle était une sorte de bombe à retardement. Elle était constamment renvoyée car il était impossible de travailler avec elle. Plus tard, en 2001, Amy et Jimmy eurent un autre enfant. Ils le prénommèrent Seth, en hommage au jeune frère d'Amy. Étonnamment, le bébé naquit le même jour que son défunt oncle. Un an plus tard, alors qu'elle se trouvait dans un restaurant de la ville, Amy tenta de prendre un siège destiné au bébé. Le personnel lui expliqua qu'il était déjà réservé par une autre cliente. Malgré cela, Amy exigea que le siège lui soit attribué. Face à ce nouveau refus, Amy s'exclama « Je suis le docteur Amy Bishop, vous ne savez pas qui je suis ?» Apparemment, personne dans le restaurant ne la connaissait. Finalement, à cause de l'agitation, on demanda à Amy de partir. Mais avant de quitter les lieux, elle frappa à la tête une femme avec laquelle elle s'était disputée. En conséquence, elle fut arrêtée.
Amy fut ensuite accusée d'agression et de troubles à l'ordre public. Étonnamment, toutes les charges furent abandonnées par la suite. Le procureur se contenta d'exiger qu'Amy suive des cours de gestion de la colère, ce qu'elle ne fit jamais. En 2003, Amy accepta un poste de professeur adjointe en biologie à l'université de l'Alabama à Huntsville. Une fois en poste, elle s'efforça d'obtenir le statut convoité de professeur titulaire. Pour cela, elle devait publier plusieurs articles de recherche dans des revues spécialisées. Amy et Jimmy commencèrent alors à travailler sur un incubateur de cellules automatisées conçu pour la recherche biomédicale. Tout cela se fit exclusivement pendant leur temps libre. Presque immédiatement, il apparut que ce projet pouvait s'avérer très prometteur. Bientôt, Amy et son mari reçurent une subvention de 25 000 $ après avoir remporté la 3e place lors d'un concours technologique local. Le président de l'université déclara qu'il pensait que l'invention d'Amy pourrait changer la manière dont la recherche était effectuée. Peu de temps après, Amy reçut une autre subvention. Cette fois, le montant était tout simplement stupéfiant et s'élevait à 1 250 000 $. Cependant, cet investissement ne porta guère ses fruits. Au cours des 5 années suivantes, Amy ne publia que 3 articles scientifiques. Ils furent tous publiés dans de petites revues commerciales. De nombreux scientifiques commencèrent alors à affirmer que les idées de Bishop étaient inexorablement dépassées, coûteuses et inutiles. Amy semblait délibérément retarder les échéances du projet afin de préserver son ego. En tant qu'enseignante, elle n'exploitait pas pleinement ses capacités. Beaucoup de ses étudiants reconnaissaient en elle une intelligence exceptionnelle, voire un talent scientifique brillant, mais la considéraient en même temps comme une enseignante et une personne déplorable. Pour ne rien arranger, Amy parlait constamment de politique en classe. Elle démontrait un engagement fanatique envers la vision du président Obama. Plusieurs de ses élèves allèrent même jusqu'à rédiger une pétition visant à lui interdire d'enseigner. Ce genre de démarche restait rare dans le milieu éducatif. Cependant, les supérieurs d'Amy rejetèrent la pétition, estimant que les étudiants avaient tiré des conclusions hâtives sur le travail de leur professeur. Certains supposèrent que si la pétition fut ignorée, c'était principalement parce qu'Amy avait un diplôme de Harvard. Cela renforçait le prestige de l'université où Amy enseignait et pouvait même contribuer à attirer davantage de financement de la part des investisseurs. Malgré toutes les critiques, Amy acheva finalement une nouvelle étude en neurosciences. Cela se produisit en 2009. Parallèlement, d'autres articles portant sur des recherches secondaires furent publiés. Tout cela lui permit de se rapprocher du poste de professeur titulaire. Cependant, on apprit plus tard que toutes ces études avaient été publiées dans des revues prêtes à accepter n'importe quel contenu moyennant une compensation financière. De plus, il s'avéra que ce n'était pas Amy, mais son mari, qui était à l'origine de ces recherches. En d'autres termes, pour obtenir un poste de professeur, Amy s'appropria le travail de son mari et paya pour que les articles soient publiés. En règle générale, tout professeur assistant, après 5 ans de service au sein d'une université, peut prétendre à la titularisation. Une fois ce délai atteint, un processus d'évaluation est lancé, au cours duquel d'autres professeurs examinent l'éligibilité du candidat. Ce processus s'enclenche même si le candidat n'a que peu de publications à son actif. Toutefois, si un professeur assistant n'obtient pas la titularisation au bout de 6 ans, il est généralement licencié. Amy se considérant comme une scientifique brillante, un éventuel licenciement après 6 ans était pour elle une perspective inacceptable. Pourtant, au terme du long examen d'Amy, les professeurs lui refusèrent le statut qu'elle convoitait. Cela la mit une fois de plus en colère. Elle fit appel et intenta un procès pour discrimination sexuelle. Cette action se fondait sur une déclaration faite par l'un des professeurs ayant participé à la sélection. Celui-ci lui avait clairement dit qu'il la considérait comme instable mentalement. Malheureusement pour Amy, son appel et son action en justice furent finalement rejetés. Au début du mois de février 2010, elle reçut une lettre lui annonçant qu'elle perdrait son poste à la fin du trimestre. Le vendredi 12 février de cette année-là, Amy suivit ses cours habituels d'anatomie, de physiologie et de biologie. Elle rentra ensuite chez elle pour déjeuner avec son conjoint. Jimmy déclara plus tard qu'il n'avait rien remarqué d'inhabituel dans le comportement de sa femme. Après le déjeuner, Amy demanda à son mari de la conduire à l'université. Selon elle,
Elle avait une réunion prévue avec les membres du corps professoral. Il s'agissait de discuter des détails du semestre à venir, notamment le programme, le budget et l'emploi du temps. En somme, Amy n'avait pas de raison particulière d'assister à cette réunion, puisqu'elle concernait le prochain semestre. Dans l'après-midi, Amy Bishop, âgée de 45 ans, entra dans la salle de conférence de l'Université de l'Alabama et s'assit à une table près de la porte d'entrée. Les nombreux professeurs du département de biologie et les membres du personnel présent furent surpris de la voir. Toutefois, personne ne fit de commentaires et la réunion se poursuivit. Elle resta assise pendant une 50aine de minutes. D'ordinaire, elle participait activement aux réunions du département, mais cette fois-ci, elle demeura silencieuse et semblait pensive. Lorsque l'un des professeurs eut terminé son rapport, Amy se leva lentement de la table et sortit de son sac un pistolet semi-automatique de calibre 9. Un silence pesant tomba immédiatement sur la salle. Un instant plus tard, elle ouvrit le feu. Les tirs étaient précis. En fin de compte, l'arme ne visait pas uniquement les personnes qu'Amy détestait particulièrement. Non, elle touchait absolument tout le monde. Ce fut le cas du docteur Deborah Moriarty, l'une des rares personnes qu'Amy pouvait considérer comme une amie. Deborah avait même voté pour qu'Amy conserve son poste. Lorsque cette dernière pointa son arme sur Deborah, celle-ci la supplia de ne pas tirer. Mais Amy ne broncha pas. Elle visa et appuya sur la gâchette. Heureusement, à cet instant, l'arme s'enraya. Deborah s'enfuit alors en courant. Elle parvint à s'échapper avec les autres enseignants. Ils se réfugièrent dans une salle de réunion voisine, bloquèrent la porte et appelèrent la police. Pendant ce temps, Amy Bishop se cacha dans les toilettes de l'université. Elle enveloppa l'arme dans sa veste et la jeta dans une corbeille. Elle entra ensuite dans un laboratoire et demanda à un étudiant s'il pouvait lui prêter son téléphone. Amy appela Jimmy et lui demanda de venir la chercher. L'unité d'intervention arriva rapidement sur les lieux. Les agents fouillèrent minutieusement tous les secteurs du campus, évacuèrent les étudiants et les professeurs et retrouvèrent l'arme, toujours dissimulée dans une corbeille. Au bout d'un moment, l'un des agents repéra une femme correspondant à la description de l'auteur de l'attaque. Il lui ordonna de s'arrêter, ce qu'Amy fit sans opposer de résistance. Presque au même moment, Jimmy arriva et vit sa femme conduite vers un véhicule de police. Malheureusement, ce jour-là, plusieurs enseignants périrent sur le coup. Si Deborah Moriarty n'avait pas pris l'initiative de s'échapper, détournant ainsi l'attention d'Amy, le bilan aurait probablement été plus lourd. Au début de l'enquête, les inspecteurs interrogèrent Jimmy, le mari d'Amy. Ils voulaient savoir s'il avait eu connaissance des intentions de sa femme. L'homme admit que son épouse et lui possédaient une arme. Cependant, il omit de préciser que, depuis peu, ils avaient commencé à s'entraîner au tir avec cette même arme. Quant à Amy elle-même, elle déclara qu'elle n'était pas présente dans la salle de conférence ce jour-là. Cette déclaration semblait évidemment absurde, car plus de 10 témoins qui la connaissaient personnellement affirmèrent que c'était bien elle qui était à l'origine de cette horrible tragédie. Les policiers perquisitionnèrent rapidement le domicile du couple. Ils saisirent tout le matériel électronique d'Amy et découvrirent également un morceau de tuyau susceptible d'être utilisé pour fabriquer des engins explosifs semblables à celui retrouvé sous la porte du docteur Rosenberg. Le lendemain matin, après l'arrestation d'Amy Bishop, la préfecture de Huntsville reçut un appel d'un certain Paul Fraser. Il déclara être l'actuel chef de la police de la ville de Braintree, où Amy avait grandi. Paul annonça alors qu'il détenait des informations sur un autre crime commis par la femme, à savoir l'assassinat de son propre frère. Comme Braintree était une petite ville, tous les agents de la police locale connaissèrent l'affaire, et l'ancien commissaire, John Pollio, avait laissé Amy Bishop en liberté. Mais ce n'est que maintenant, à la lumière de ces nouveaux éléments, que les choses commencèrent enfin à prendre un sens. Une enquête interne révéla alors que l'ancien chef de la police était un ami proche de Judy Bishop, la mère d'Amy. C'est elle qui, en tant que membre du conseil municipal, avait aidé John à obtenir le poste convoité. Après avoir réalisé tout cela, Paul Frazier appela immédiatement le service de police de l'État de l'Alabama et informa ses collègues de l'affaire précédente. Il souligna également que l'ancien chef de la police avait tenté de dissimuler le crime. Ainsi, presque tous les documents relatifs à cette affaire avaient disparu. Il ne restait que quelques rapports mentionnant Amy. Les enquêteurs tentèrent de trouver des informations sur la mort de Seth en perquisitionnant la maison de John Pollio.
mais leurs recherches furent vaines. Ils décidèrent alors de mener des recherches au domicile d'un ancien capitaine de la police de Braintree, impliqué dans l'arrestation d'Amy dans le garage. Cette fois, ils réussirent à trouver des preuves indiquant une tentative de vol de voiture. En outre, il apparut qu'Amy avait braqué un fusil de chasse sur un policier avant d'être arrêté. Tous ces éléments auraient pu entraîner une inculpation pour tentative d'agression avec une arme à feu. Cependant, en reconstituant la chronologie des événements, une autre circonstance apparut. Il s'avéra que Judy, la mère d'Amy, qui prétendait avoir assisté aux faits et soutenait la thèse de l'accident, se trouvait en réalité ailleurs. Des témoins affirmèrent qu'à ce moment-là, elle était dans une ferme, loin de son domicile, en compagnie de son époux. À la lumière de ces éléments, certains enquêteurs supposèrent qu'Amy avait d'abord tiré sur le mur et le plafond avant de pointer l'arme sur son frère. Elle aurait ainsi voulu s'assurer que le fusil fonctionnait correctement. Selon eux, si Amy avait immédiatement braqué l'arme sur Seth et que le coup n'était pas parti, elle aurait risqué d'être démasquée. Et elle en était parfaitement consciente. Lors du procès, Amy Bishop tenta de faire croire qu'elle ne mesurait pas la portée de ses actes. C'est pourquoi le procès concernant les événements survenus à l'université fut constamment reporté. Au bout d'un certain temps, l'accusation proposa un accord à Amy. Elle devait reconnaître sa responsabilité dans la mort de son frère ainsi que dans la fusillade à l'université. En échange, elle éviterait la peine de mort. Le procureur souhaitait également clore l'affaire rapidement afin d'épargner aux victimes et à leurs proches la douleur d'assister aux audiences. Dans un premier temps, Amy rejeta catégoriquement cette proposition, mais ses parents finirent par la convaincre d'accepter. Le 16 juin 2010, un jury déclara Amy Bishop coupable du meurtre de son frère Seth. 2 jours plus tard, alors qu'elle était en détention provisoire, Amy tenta de mettre fin à ses jours en utilisant des lames de rasoir. Un surveillant, intervenu à temps, parvint cependant à lui sauver la vie. Plus tard, le 24 septembre 2012, Amy fut condamnée à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour la fusillade survenue dans l'enceinte de l'Université de l'Alabama. Une fois incarcérée, Amy décida finalement de prendre le nom de famille de son époux. Elle espérait ainsi que son nom ne soit plus associé au crime qu'elle avait commis. Mais cette tentative échoua. Tout le monde continua de l'appeler Amy Bishop. En 2021, le fils d'Amy, Seth, ainsi que son oncle, succombèrent à des blessures par balle. À cette époque, Amy Bishop purgeait encore sa peine dans une prison de Wetumpka, en Alabama. D'août 1961 à mai 1962, Stanley Milgram, célèbre psychologue américain, mena une série d'expériences controversées dans le domaine de la psychologie sociale. Leur objectif était de déterminer jusqu'à quel point des individus pouvaient obéir aveuglément à une autorité, même lorsque les ordres reçus allaient à l'encontre de leurs principes moraux. Pour l'une de ces expériences, Milgram recruta un groupe de 40 personnes. Chacune d'elles devait appuyer sur le bouton d'un appareil censé administrer une décharge électrique à un individu situé dans une autre pièce, chaque fois que celui-ci répondait incorrectement à une question. Cet individu, en réalité un comédien, simulait la douleur. Au fil de l'expérience, la majorité des participants augmentèrent progressivement l'intensité des décharges, allant jusqu'au niveau maximal, simplement parce qu'une figure d'autorité présentée comme experte les y incitait. À l'issue de l'étude, Milgram conclut que, dans un contexte d'obéissance, les individus ont tendance à se déresponsabiliser de leurs actes. Il supposa qu'en exécutant des ordres explicites, ils cessent de se percevoir comme des agents autonomes et deviennent de simples instruments au service de la volonté d'autrui. Et si le cas que je m'apprête à évoquer semble illustrer de manière exemplaire ce type de comportement, il révèle aussi comment, dans des circonstances similaires, certains ont attribué à l'obéissance des pulsions qui leur appartenaient en propre. Le mardi 26 octobre 1965, la police d'Indianapolis reçut un appel téléphonique émanant d'un adolescent de 15 ans se présentant sous le nom de Richard Hobbs. Au bout du fil, il signala le décès d'une jeune fille prénommée Sylvia Likens, survenue au 3850, rue East New York. Incapable d'expliquer précisément les circonstances du drame, Hobbs affirma néanmoins avoir tout tenté pour la ranimer. Les policiers se rendirent aussitôt à l'adresse indiquée, une maison occupée par la famille Baniszewski, composée de plusieurs membres. Gertrude Baniszewski,
âgé de 36 ans, y vivait avec ses 7 enfants, Paula, 17 ans, Stéphanie, 15 ans, John, 12 ans, Mary, 11 ans, Shirley, 10 ans, James, 8 ans, et Dennis, 18 mois. 2 autres adolescentes, Jennifer, 15 ans, et Sylvia Likens, 16 ans, logeaient également dans la maison. Peu après leur arrivée, les agents découvrirent le corps sans vie de Sylvia Likens étendu sur un matelas dans le sous-sol. L'état du cadavre les bouleversa immédiatement. La jeune fille présentait de nombreuses contusions récentes, des lésions graves, un traumatisme crânien, des lèvres écrasées, des fractures aux jambes, ainsi que plusieurs brûlures profondes provoquées par des cigarettes. Sur l'abdomen, une marque en relief semblait représenter soit le chiffre 3, soit la lettre S. Non loin de là, les enquêteurs relevèrent une inscription gravée à l'aide d'un objet tranchant qui disait « Je suis une prostituée et fière de l'être ». Tous les membres de la famille Baniszewski ainsi que Jennifer Likens, la sœur de la victime, et Richard Hobbs, l'adolescent à l'origine de l'appel téléphonique, furent interrogés en priorité. Tous livrèrent une version identique des faits. Selon leur déclaration, Sylvia Likens vivait avec sa sœur dans la maison depuis le mois de juin 1965. À cette époque, leurs parents travaillaient dans des foires itinérantes et parcouraient l'État pour des engagements professionnels. D'après le témoignage de Gertrude Baniszewski, Sylvia serait sortie la veille au soir avec un groupe de garçons. Le lendemain matin, Gertrude affirma l'avoir retrouvée allongée sur le seuil de la maison, vêtue de façon sommaire et couverte de multiples blessures. Toujours selon elle, en la découvrant, elle l'aurait immédiatement transportée à l'intérieur. Bien que partiellement consciente, Sylvia aurait été capable de rédiger un mot décrivant ce qui lui était arrivé. Gertrude ajouta que peu après, la jeune fille aurait perdu connaissance avant de succomber à ses blessures. Autant que l'on sache, le texte de cette note était adressé aux parents de Sylvia Likens et indiquait qu'elle était sortie avec un groupe d'hommes qui lui avaient promis de l'argent en échange de services destinés à les aider à se sentir bien. Elle expliquait être montée dans leur voiture, où ils avaient obtenu ce qu'ils voulaient, avant de la battre violemment et de lui infliger de nombreuses blessures. Ces hommes auraient également gravé une inscription sur son ventre en la traitant de prostituée. Elle reconnaissait ensuite avoir tout fait pour mettre Gertrude en colère, en précisant qu'elle lui avait causé des ennuis, qu'elle l'avait contrainte à dépenser beaucoup plus d'argent qu'elle ne le pouvait pour s'occuper d'elle, et qu'elle avait endommagé un matelas neuf en urinant dessus. Elle ajoutait que Gertrude avait dû payer plusieurs factures médicales hors de sa portée, et qu'elle avait aussi causé beaucoup de stress aux enfants de la maison. Bien que tous les membres de la famille aient confirmé cette version des faits, la sœur de Sylvia, prénommée Jennifer, s'approcha discrètement de l'un des agents de police et le supplia de la faire sortir de cette maison. C'est alors qu'elle lui confia que sa sœur avait été victime de sévices pendant plusieurs mois, infligés non seulement par Gertrude Baniszewski, mais aussi par ses enfants aînés ainsi que par plusieurs garçons du voisinage. À la suite de ces révélations, tous les protagonistes mentionnés furent arrêtés et conduits au commissariat pour y être interrogés. Peu de temps après, une autopsie fut pratiquée sur le corps de Sylvia. Son état choqua profondément même les experts médico-légaux les plus expérimentés. Plus d'une centaine de blessures distinctes furent relevées, parmi lesquelles des plaies ouvertes, des ecchymoses, des entailles, des hématomes, des fractures osseuses et des brûlures causées par des cigarettes. Le corps présentait également des signes marqués de déshydratation et une malnutrition avancée. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les spécialistes conclurent que la mort de Sylvia résultait d'une dénutrition sévère combinée à une hémorragie cérébrale provoquée par un violent coup porté à la tête, survenu environ 1 heure avant la découverte du corps par les forces de l'ordre. Quelques mois plus tard, en décembre 1965, Gertrude Baniszewski, ses 2 filles Paula, 17 ans, et Stéphanie, 15 ans, ainsi que son fils John, 12 ans, furent officiellement inculpés de meurtre. L'affaire fit l'objet d'un immense scandale public et fut qualifiée par la presse de dossier criminel le plus effroyable de son époque. Grâce aux témoignages croisés des principaux protagonistes, des voisins et de plusieurs autres témoins, les enquêteurs parvinrent à reconstituer avec une grande précision les faits ayant conduit à la mort de Sylvia Likens. Mais avant d'entrer dans le cœur du dossier, il convient de s'interroger sur les circonstances qui ont conduit Sylvia et sa sœur Jennifer à se retrouver dans cette maison. Selon plusieurs rapports, Sylvia et Jennifer étaient les filles de Lester et Betty Likens.
un couple marié travaillant dans les foires itinérantes et sillonnant régulièrement l'État. Durant son enfance, Jennifer fut atteinte de poliomyélite, ce qui freina la croissance de l'une de ses jambes. Elle avait donc besoin d'une assistance constante et passait la majorité de son temps auprès de sa sœur Sylvia, qui veillait sur elle. Au début de l'année 1965, une violente dispute éclata entre les parents. Betty quitta alors le domicile familial avec ses filles. Peu de temps après, elle fut arrêtée et brièvement incarcérée. Sylvia et Jennifer se retrouvèrent livrées à elles-mêmes. Quelque temps plus tard, un ami commun leur présenta Paula Baniszewski, une adolescente de 17 ans, qui leur proposa de venir loger chez elle. À cette époque, la maison des Baniszewski était déjà connue dans le quartier pour accueillir un grand nombre d'enfants et d'adolescents. Beaucoup d'entre eux n'avaient aucun lien familial avec Gertrude, mais fréquentaient régulièrement la maison car elle les autorisait à fumer et à consommer de l'alcool. Bien que Gertrude se fût montrée dans un premier temps réticente à héberger les deux sœurs, elle finit par accepter. Quelques jours plus tard, le père des deux filles, Lester Likens, apprit qu'elle logeait chez Gertrude Baniszewski et se rendit à son domicile pour s'assurer qu'elles allèrent bien. Au cours de leur échange, Gertrude lui affirma qu'elle pouvait continuer à s'occuper des sœurs, à condition de recevoir 20 $ par semaine afin de couvrir les frais liés à leur hébergement. Les premiers jours se déroulèrent sans incident. Cependant, la situation se détériora rapidement. Lorsque Lester tarda à effectuer le paiement promis, Gertrude entra dans une violente colère et s'en prit physiquement aux deux jeunes filles. À partir de ce moment-là, elle commença à les punir fréquemment, souvent sous des prétextes futiles ou sans fondement. Elle paraissait particulièrement irritée par Sylvia, qu'elle accusait régulièrement de négliger son hygiène personnelle et de mener une vie dissolue. Bien entendu, aucune preuve ne venait étayer ces accusations, mais Gertrude se montrait de plus en plus hostile et agressive à l'égard de la jeune fille. Des Badger Bimint. En août 1965, un couple marié, Raymond et Phyllis Vermillion, emménagea avec ses enfants dans le même quartier que la famille Baniszewski. Peu après leur arrivée, Phyllis se mit à la recherche d'une babysitter pour ses enfants et entendit parler de sa voisine, connue pour héberger plusieurs adolescents à la fois. Elle décida de lui rendre visite afin de mieux la connaître. À cette période, la situation financière de la famille Baniszewski était extrêmement précaire. Tous souffraient de malnutrition sévère et ne se nourrissaient que de pain et de soupe. Le foyer manquait de vaisselle, obligeant chacun à attendre son tour pour manger. La maison était en outre insalubre et dégageait une forte odeur de renfermé. Mais ce qui frappa le plus Phyllis fut la présence d'une jeune fille maigre et réservée, arborant un œil au beurre noir. Gertrude, ayant perçu son regard insistant, lui révéla que la jeune fille s'appelait Sylvia et précisa qu'elle n'avait, selon elle, jamais été qu'une source d'ennui. Alors qu'elle quittait la maison, Phyllis fut témoin d'une scène violente. Paula, l'une des filles de Gertrude, s'approcha de Sylvia et lui lança une tasse d'eau chaude au visage. Choquée, Phyllis décida aussitôt qu'elle ne laisserait jamais ses enfants dans ce lieu. Il convient toutefois de souligner que Sylvia ne fut pas uniquement victime des agissements de Gertrude et de sa fille Paula. Elle était également fréquemment maltraitée par les autres enfants de la famille, notamment Stéphanie et John Baniszewski. Mais en octobre 1965, la situation se détériora de manière dramatique. Les accusations selon lesquelles Sylvia mènerait une vie dissolue se multiplièrent. Gertrude en vint à frapper systématiquement les parties génitales de la jeune fille à chaque reproche formulé à son encontre. Apparemment, Gertrude était convaincue que Sylvia propageait des rumeurs affirmant que ce n'était pas elle, mais ses propres filles, Paula et Stéphanie, qui adoptaient un comportement inapproprié. Elle évoqua même ce sujet avec le petit ami de l'une d'elles. Lorsque Coy Hubbard, un adolescent de 15 ans, en fut informé, il décida de donner une leçon à Sylvia et la battit violemment. À cette époque, Gertrude commença également à faire courir des bruits selon lesquels Sylvia aurait tenu des propos dégradants sur les garçons du quartier. Elle invitait certains d'entre eux chez elle, les encourageant à se venger de la jeune fille. Elle-même semblait recourir aux formes de punition les plus cruelles. Un jour, elle brûla le corps de Sylvia à l'aide de plusieurs cigarettes à la fois. Peu après, les autres commencèrent à l'imiter. À ce stade, Sylvia avait complètement abandonné sa scolarité. Cela n'avait rien de surprenant compte tenu de son état physique, qui s'était considérablement détérioré. Son visage et son corps étaient couverts de blessures,
et Gertrude lui interdisait régulièrement de s'alimenter, ce qui contribuait à l'affaiblir jour après jour. À la mi-octobre 1965, Sylvia quitta la maison pour tenter de récupérer quelques bouteilles vides, espérant ainsi gagner un peu d'argent afin de se nourrir. Lorsqu'elle rentra avec quelques pièces en poche, Gertrude l'accusa aussitôt de vol. Elle la força à se déshabiller devant plusieurs adolescents présents, puis l'obligea à insérer une bouteille dans son vagin. Quelques jours plus tard, Sylvia urina accidentellement sur le matelas où elle dormait. Ce geste involontaire pourrait avoir été la conséquence directe des sévices infligés à ses parties génitales. À la suite de cet incident, Gertrude et ses enfants aînés décidèrent de l'enfermer dans la cave. Avant cela, Sylvia fut contrainte une nouvelle fois à se déshabiller et on lui interdit l'accès aux toilettes. Tandis qu'elle tentait de se laver, on la força à s'immerger dans une bassine d'eau bouillante. Elle fut également projetée dans l'escalier et ses plaies furent frottées au sel. À chaque fois qu'elle exprimait sa faim, on lui saisissait la main pour l'obliger à ingérer ses propres excréments. Mais l'un des aspects les plus troublants de cette affaire demeure le fait que plusieurs adolescents furent témoins en même temps des sévices infligés à Sylvia. Et bien que la majorité d'entre eux ait fini par y participer activement, certains en parlèrent à leurs parents. Toutefois, ces derniers refusèrent de les croire ou minimisèrent la gravité des faits. Il fut néanmoins établi qu'une infirmière s'était rendue au domicile de la famille Baniszewski le 15 octobre. Gertrude lui présenta la jeune fille en précisant qu'il s'agissait de Sylvia Likens, puis expliqua que la plupart des blessures qu'elle portait résultaient, selon elle, d'un accident domestique. Elle affirma également que Sylvia se prostituait régulièrement et vivait parfois dans la rue. L'infirmière, ne disposant d'aucune preuve immédiate permettant de contester ces déclarations, n'eut d'autre choix que de les accepter et quitta finalement la maison. Un autre individu qui fréquentait régulièrement la maison des Baniszewski était Richard Hobbs, ce même adolescent de 15 ans qui avait alerté la police peu après la mort de Sylvia. Il fut supposé qu'il existait une forme de lien particulier entre lui et Gertrude. Bien que cela n'ait jamais été formellement établi, plusieurs témoignages indiquent que Gertrude lui portait une attention singulière. Un jour, alors que Hobbs se trouvait de nouveau dans la maison, Gertrude lui demanda de participer à la punition de Sylvia. Aux côtés de Paula, John, Shirley, Stephanie et du petit ami de cette dernière, Coy Hubbard, il aida à attacher les poignets de la jeune fille. Gertrude s'empara ensuite d'une bouteille en verre avec laquelle elle infligea des blessures supplémentaires à Sylvia. Puis, elle donna l'ordre de chauffer une aiguille afin de marquer son corps. Selon tous les témoins présents, juste après cet acte de violence, la jeune fille fut envoyée dans le sous-sol où Coy Hubbard poursuivit les sévices. Plus tard, la sœur de Sylvia, Jennifer, déclara à la police que, cette nuit-là, la jeune fille paraissait aussi faible que d'habitude. Le lendemain, Gertrude manifesta une certaine inquiétude quant à son état. Apparemment, elle prit conscience qu'elle risquait d'avoir des ennuis si Sylvia venait à mourir sous son toit. C'est dans ce contexte qu'elle força littéralement la jeune fille à rédiger une note à l'attention de ses parents, les informant qu'elle avait été blessée par des garçons qu'elle fréquentait. Peu de temps après, Sylvia tenta pour la première fois de s'échapper. Mais son extrême faiblesse physique permit à Gertrude de la rattraper et de la maîtriser sans difficulté. Par la suite, cette dernière tenta de lui faire manger des beignets, mais Sylvia, incapable d'avaler, les recracha. Gertrude entra alors dans une violente colère et la battit de nouveau. Un peu plus tard, le lundi 25 octobre, Sylvia fut à nouveau frappée, cette fois par Gertrude, ses enfants et plusieurs adolescents. Le soir même, Coy Hubbard et Stephanie Baniszewski la poussèrent dans l'escalier menant au sous-sol où elle resta inconsciente pendant plusieurs heures. Selon les experts médico-légaux, il est fortement probable que la chute dans l'escalier ait provoqué l'hémorragie cérébrale à l'origine du décès de Sylvia, aggravée par son extrême fragilité physique. Le mardi 26 octobre, lorsque Stephanie Baniszewski et Richard Hobbs tentèrent de donner un bain à Sylvia dans l'espoir de la ranimer, ils constatèrent qu'elle ne respirait plus. Peu après, Gertrude donna l'ordre à Hobbs de contacter la police. Il semble qu'elle comptait sur la note écrite sous la contrainte par la victime pour écarter les soupçons à son encontre. Cependant, à l'arrivée des agents, Jennifer, la sœur de Sylvia, raconta discrètement à l'un d'eux ce qu'il s'était réellement passé, et ce malgré les menaces de mort dont elle avait été l'objet. Comme mentionné précédemment, Gertrude Baniszewski, ses filles Paula et Stephanie, son fils John, ainsi que Richard Hobbs et Coy Hubbard furent les premiers à être arrêtés.
D'autres adolescents impliqués dans les sévices furent également interpellés par la suite. Dans l'ensemble, l'affaire Banizewski bouleversa l'opinion publique à l'échelle nationale. Il sembla inconcevable à la grande majorité des personnes suivant le procès qu'un groupe aussi important d'adolescents ait pu participer à un crime d'une telle cruauté sans manifester ni compassion ni remords. De surcroît, tous cherchèrent, d'une manière ou d'une autre, à faire porter la responsabilité à la victime elle-même. Richard Hobbs, qui accepta de coopérer avec les enquêteurs dès le début de l'instruction, affirma avoir agi correctement, convaincu que Sylvia avait insulté sa propre mère. John et Stephanie Banizewski, tout comme Coy Hubbard, exprimèrent peu, voire aucune empathie envers la jeune fille, adoptant une attitude similaire à celle de Hobbs. Paula Banizewski, quant à elle, était enceinte au moment de son arrestation. Elle semblait davantage préoccupée par sa santé et celle de son enfant à naître que par les conséquences judiciaires de ses actes. Dans un premier temps, Gertrude Baniszewski tenta de rejeter l'entière responsabilité sur ses enfants aînés et leurs amis. Toutefois, elle finit par reconnaître sa propre implication directe dans les tortures et les mauvais traitements infligés à Sylvia, tout en affirmant souffrir de troubles mentaux. Il est également important de rappeler que Gertrude Baniszewski naquit sous le nom de Gertrude Nadine Van Fossan dans l'État de l'Indiana, le 19 septembre 1929. Elle était le troisième enfant d'une fratrie de 6. Peu d'éléments sont connus concernant son enfance. Toutefois, il est généralement admis qu'elle entretenait des relations difficiles avec sa mère. À l'âge de 11 ans, elle assista au décès brutal de son père, victime d'un arrêt cardiaque. Cet événement la marqua profondément. Gertrude entretenait une relation étroite avec son père et le fait d'avoir dû continuer à vivre seule avec sa mère eut un effet durablement négatif sur elle. Cette dernière était réputée pour son extrême sévérité et son tempérament autoritaire. Elle accusait fréquemment sa fille de mener une vie jugée immorale, ce qui renforça leur antagonisme. À l'âge de 16 ans, Gertrude quitta définitivement l'école et épousa un jeune homme du nom de John Baniszewski, son aîné de 2 ans. Le couple eut 4 enfants. Toutefois, il serait difficile de qualifier leur foyer de véritablement harmonieux. John était décrit comme un homme grossier et violent qui insultait fréquemment Gertrude et la maltraitait physiquement. Après une dizaine d'années de vie commune, ils divorcèrent. Peu de temps après, Gertrude entama une relation avec un certain Edward Guthrie, avec lequel elle s'installa brièvement. Leur union ne dura pas, et en 1963, elle se réconcilia avec son premier mari. Ensemble, ils eurent 2 nouveaux enfants. Mais cette tentative de reconstruire une vie conjugale échoua également. En 1964, alors âgée de 35 ans, Gertrude entama une nouvelle relation avec un jeune homme de 23 ans, Dennis Lee Wright, dont elle eut un 7e enfant. Il apparut par la suite que Wright s'intéressait avant tout à la location en espèces que Gertrude percevait pour ses enfants. Il quitta rapidement le domicile et ne revint jamais. Tout au long du procès, les avocats de Gertrude Baniszewski insistèrent sur la difficulté de son parcours personnel. Selon eux, leur cliente souffrait de graves troubles mentaux ainsi que de divers problèmes de santé, au point d'être trop affaiblie pour pleinement comprendre la nature des événements qui l'entouraient. Ces arguments, toutefois, ne suffirent pas à écarter sa responsabilité. Gertrude Baniszewski fut reconnue coupable et condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité. Paula Baniszewski fut également déclarée coupable et condamnée à la prison à vie, alors qu'elle était enceinte au moment du verdict. Coy Hubbard et Richard Hobbs furent, eux aussi, reconnus coupables et écopèrent d'une peine de 21 ans de réclusion. Il convient de noter que Richard Hobbs est décédé d'un cancer du poumon environ 4 ans après sa condamnation. Un autre accusé, John Baniszewski, fut reconnu coupable d'homicide involontaire et condamné à 21 ans de prison. Quant à sa sœur, Stephanie Baniszewski, elle ne fut poursuivie que pour complicité criminelle et fut condamnée à une peine d'1 an de détention. Et bien que plusieurs experts aient décrit Gertrude Baniszewski, tout au long de l'enquête et du procès, comme une femme violente, instable et animée d'une cruauté sadique, elle adopta en détention un comportement jugé parfaitement normal. En 1985, la Commission des libérations conditionnelles la présenta comme une détenue exemplaire, décrite dans ses rapports comme une femme gentille, saine et stable, faisant de son mieux pour se réinsérer dans la société. Dans ce contexte,
Et malgré l'indignation persistante de l'opinion publique, Gertrude Baniszewski obtint sa libération conditionnelle près de 20 ans après son incarcération. Cette décision provoqua une vive controverse, d'autant plus que plusieurs organisations communautaires avaient recueilli, à cette occasion, plus de 50 000 signatures demandant qu'elle reste en prison. À sa sortie, début décembre 1985, elle accepta publiquement l'entière responsabilité de ses actes et exprima ses regrets, déclarant ressentir de profonds remords pour les souffrances infligées à Sylvia Likens. Gertrude Baniszewski est décédée d'un cancer du poumon le 16 juin 1990, à l'âge de 60 ans. Au-delà des détails macabres qui rendent cette affaire particulièrement sordide, ce fut surtout la facilité avec laquelle un groupe aussi important de jeunes gens participa à des actes d'une cruauté extrême qui bouleversa l'opinion publique. L'adhésion collective à une violence aussi abominable contre un être humain sans défense reste, encore aujourd'hui, difficile à comprendre. En ce qui concerne Gertrude, plusieurs éléments suggèrent que son comportement violent pourrait avoir été influencé par un état mental instable. Elle semblait souffrir d'une dépression profonde, probablement aggravée par ses échecs affectifs successifs. Certains observateurs ont également émis l'hypothèse qu'elle nourrissait une forme de jalousie envers Sylvia Likens, jeune, belle et pleine de vie, tout ce que Gertrude ne se sentait plus être. Cette frustration latente aurait pu la pousser à reproduire, inconsciemment ou non, les abus qu'elle-même avait subis de la part de sa propre mère. L'inscription gravée sur le ventre de Sylvia apparaît, dans cette perspective, comme une projection directe de cette jalousie et un acte de domination symbolique. Come on, stop for a minute. Hey, come here. Hey, where's your wife at, bud? Where's your wife at? She's dead on the floor in that room. That's mom. Yeah. Aujourd'hui, nous allons parler d'une affaire récente jugée le 20 septembre 2024. Je dois dire que c'était vraiment fou et monstrueux. Alors je n'ai pas eu d'autre choix que de vous en parler. Carly Gregg est née en 2009 à Flowood, une petite ville du Mississippi. Ses parents sont Ashley et Kevin Gregg. Carly a passé presque toute son enfance avec sa mère, Ashley, car son père était très peu présent. Selon les rumeurs, le père biologique de la jeune fille n'était pas un père exemplaire. Il abusait parfois de l'alcool et de substances illicites et agressait physiquement Ashley. À cet égard, la femme a même demandé de l'aide à la police, puis a mis un terme à sa relation avec l'homme. Mais revenons à Carly. C'était une enfant très intelligente et brillante qui a même sauté une classe à l'école. Alors qu'elle n'avait que 13 ans, Carly a passé un examen très difficile appelé ACT, que la plupart des étudiants américains passent peu avant d'entrer dans les établissements d'enseignement supérieur du pays. À titre de référence, il convient de noter qu'en cas de réussite parfaite à cet examen, l'élève obtient 36 points. Seul un faible pourcentage de candidats réussit toutefois ce test. Et Carly, malgré son jeune âge, a obtenu 30 points. En d'autres termes, elle n'était qu'à 6 points d'un score parfait. En fait, la jeune fille a obtenu le même nombre de points que d'excellents élèves de terminale. Cela en dit long sur ses capacités intellectuelles. Au printemps 2019, Ashley, la mère de Carly, a rencontré Heath Smiley, un homme de 45 ans assistant physiothérapeute. Les deux ont immédiatement développé une relation amoureuse et se sont mariés en juin 2020. Malheureusement, je ne sais pas comment Carly a pris la nouvelle et quelle était réellement cette personne. Cependant, on peut dire qu'elle s'intéressait, malgré son intelligence, à des choses très controversées telles que la violence physique et les armes blanches. En 7e année, la jeune fille s'est d'abord attirée des ennuis pour avoir apporté en cachette un couteau suisse à l'école. Elle a même été envoyée dans une école alternative pour adolescents en difficulté. On sait qu'elle y est restée environ 6 mois et que ce n'est qu'après cela que la direction de son ancienne école a accepté de l'y autoriser à nouveau. Elle a toutefois changé d'établissement par la suite et a poursuivi ses études dans un lycée situé à Brandon, le centre administratif du comté de Rankin, dans le Mississippi. En fait, il n'était qu'à 10 minutes en voiture de son domicile. Ironie du sort, la mère de Carly, Ashley, était professeure de géométrie dans cet établissement. Et si vous pensiez que c'était un avantage pour la jeune fille, qui pouvait ainsi bénéficier de l'attention et du soutien dont elle avait tant besoin de la part de sa mère, c'était loin d'être le cas.
En réalité, Ashley et Carly avaient une relation compliquée, surtout en dehors de l'école. Carly a donc dû faire face à beaucoup de choses en voyant sa mère à la fois à la maison et à l'école. Elle était toujours la plus jeune et la plus intelligente de sa classe, mais les autres adolescents en ont profité pour la manipuler. Ils l'obligèrent notamment à faire leur travail scolaire et à les aider dans divers projets. En d'autres termes, la jeune fille se trouvait dans une situation extrêmement inconfortable. En raison de son comportement, elle a eu de nombreux conflits avec sa mère et son beau-père. Une fois, elle a été surprise en train d'aider ses camarades à tricher lors d'un examen. Ce jour-là, elle s'est introduite dans l'ordinateur de son professeur et a photographié toutes les réponses qu'elle a ensuite communiquées à plusieurs camarades de classe. Finalement, comme c'est souvent le cas, toutes ces réponses se sont retrouvées entre les mains d'autres élèves. Lorsque tout a été découvert, Carly a été punie et les disputes avec sa mère ont empiré. Fait remarquable, Carly avait déjà un petit ami à cette période. Il s'appelait Anthony. Étant donné que les deux jeunes gens entretenaient constamment des dialogues contradictoires, la mère de Carly a décidé de leur interdire toute rencontre avec lui. Ils ont rompu pendant un certain temps, mais ils ont fini par reprendre une communication étroite. Puis Ashley a décidé d'en rester là. Peut-être avait-elle confiance en sa fille, qui sait. Quoi qu'il en soit, on sait de sources sûres qu'elle exerçait déjà un contrôle parental étroit à cette période. Elle regardait parfois tous les appareils mobiles de Carly et imposait également des restrictions à l'utilisation de certaines applications. En particulier, elle interdisait à sa fille d'utiliser une application telle que TikTok et lui ordonnait de ranger son téléphone avant d'aller se coucher. La jeune fille laissait donc toujours son téléphone dans la cuisine ou sur la table de chevet de sa mère avant d'aller se coucher. Il faut dire qu'Ashley vérifiait le téléphone de sa fille principalement pour reprendre contact avec son père biologique, que sa mère voulait priver de tous ses droits parentaux. Ashley ne pensait tout simplement pas que Kevin pouvait être un bon modèle pour Carly, car il était encore dépendant à l'alcool et aux drogues illicites et se montrait généralement violent. Lorsque la mère a découvert que sa fille ne respectait pas ses interdits et commençait à fréquenter son père, elle a instauré encore plus de règles et restrictions à la maison. Cela n'a fait qu'encourager Carly à protester davantage. Bien qu'elle soit une jeune fille intelligente et brillante, cela ne l'a pas empêchée d'être influencée par ses camarades de classe, dont certains avaient une quinzaine d'années à cette période. Selon les spécialistes, cette période est considérée comme la plus rebelle de la vie d'un individu et de nombreux adolescents commencent à consommer des substances illicites et de l'alcool. C'est dans cet environnement que la jeune Carly se retrouve. Outre ses nouveaux passe-temps, eux aussi controversés, elle a commencé à manifester des problèmes de santé mentale évidents. Carly n'était pas, c'est le moins que l'on puisse dire, dans le meilleur état mental possible, et plus tard, nombre de ses camarades de classe ont noté qu'à cette période, elle avait commencé à se blesser délibérément avec un couteau. Heureusement, Ashley a pu le constater à temps et convaincre Carly de suivre une thérapie pour l'anxiété et le stress, mais celle-ci ne l'a jamais commencé. Elle s'est ensuite vue prescrire un antipsychotique, qui a ensuite été remplacé par un médicament destiné à traiter les symptômes d'un trouble dépressif majeur ou d'un trouble anxieux généralisé. Apparemment, ce médicament lui a été prescrit parce que les spécialistes pensaient qu'elle souffrait de problèmes de santé mentale qui ne pouvaient pas être traités par des antipsychotiques. Il m'est difficile de juger s'il existe un lien de cause à effet, mais Carly a reçu ce médicament 5 jours seulement avant l'agression de sa mère. La matinée en question était ordinaire. Comme à leur habitude, Ashley et Carly se sont rendus à l'école. Peu de temps après leur départ, Heath est également parti pour son travail. Les personnes qui ont vu Ashley et Carly ce jour-là ont déclaré qu'elles n'avaient rien d'inhabituel ni d'étrange. Selon elles, elles étaient tout à fait normales l'une envers l'autre et ne montraient aucune agressivité. Après le déjeuner, elles sont rentrées chez elles. Heath était encore au travail à ce moment-là. Leur routine du soir était assez simple. Carly sortait généralement promener ses 2 ou 3 chiens en rentrant chez elle. Et pendant que la fille n'était pas là, Ashley allait généralement dans sa chambre pour jeter un coup d'œil aux affaires personnelles de Carly. Mais cette fois-ci, cette inspection particulière était liée au fait qu'Ashley avait été informée par l'une des étudiantes, qui était également une amie proche de Carly. Cette jeune fille était allée trouver Ashley elle-même pour lui confier qu'elle s'inquiétait beaucoup pour Carly ces derniers temps. La raison de cette inquiétude était que Carly commençait à boire et à consommer des substances illicites de plus en plus souvent. Selon son amie,
Carly ne pouvait littéralement pas imaginer sa vie sans consommer de l'herbe. C'est comme si elle ne savait pas vivre sans. Redoutant le pire, Ashley s'est donc inquiété pour Carly, craignant qu'elle n'ait développé une dépendance aux substances illicites. En apprenant cette information, Ashley est entrée dans la chambre de sa fille comme à son habitude. Au bout de quelques instants, elle a découvert 4 appareils servant à fumer des substances illicites. Comme toute mère, elle a eu peur pour sa fille. De toute évidence, Ashley ne voulait pas que Carly, qui avait un tel potentiel, oriente sa vie sur la mauvaise voie. Pendant ce temps, la femme réfléchissait à la meilleure chose à faire. Carly parvint à rentrer chez elle et à entrer dans sa chambre pour découvrir sa mère allongée sur le lit, une vapoteuse à la main. Et je dois dire que la suite de cette histoire est tellement effrayante que je ne suis même pas sûr qu'elle se soit adressée la parole. Carly a probablement quitté sa chambre et est allée dans celle de sa mère pour récupérer l'arme que Ashley gardait sur sa table de chevet pour parer à d'éventuelles situations d'urgence ou pour accueillir des invités indésirables. Lorsqu'elle est retournée dans sa chambre, la jeune fille a tiré 3 fois sur le visage de sa mère. Après avoir tiré sur sa mère, Carly est allée chercher son téléphone dans la cuisine. Elle s'est rendue compte qu'elle aurait dû se débarrasser de son beau-père. Elle lui a donc envoyé un SMS depuis le téléphone d'Ashley pour lui demander quand il prévoyait de rentrer. Après avoir reçu une réponse, la jeune fille a sorti son téléphone et a commencé à envoyer des SMS à ses amis pour leur expliquer qu'elle était paniquée par la situation d'urgence survenue juste devant chez elle. Étant donné que la plupart d'entre eux étaient encore des adolescents, ils n'avaient tout simplement pas la possibilité de monter dans la voiture et de se rendre chez elle. Ils ont donc commencé à lui poser des questions pour comprendre ce qui s'était réellement passé, mais Carly a répondu avec parcimonie. Selon certains rapports, l'une des amies de la jeune fille lui a même conseillé d'aller voir la police, mais Carly a refusé. Seule l'une des amies de Carly a fini par lui tendre la main. Et comme elle était mineure à l'époque, je ne donnerai pas son nom. Ainsi, lorsque Carly a appelé cette fille pour lui demander de l'aide, elle est immédiatement allée voir son père et lui a demandé de l'emmener chez son ami. Une fois à l'intérieur, la jeune fille a vu Carly debout au milieu du salon, jouant avec ses chiens. Devant une telle image, elle était même un peu confuse, car la situation n'avait rien d'une situation d'urgence. C'est à ce moment-là que Carly a dit « Tu n'as pas peur des cadavres ?» La jeune fille a ensuite emmené son ami dans sa chambre et lui a montré le cadavre de sa mère, toujours étendu par terre. Elle lui a même montré l'arme, en précisant qu'elle contenait à l'origine 6 balles. Carly a également déclaré qu'elle avait gardé les 3 balles restantes pour son beau-père, qui pouvait rentrer à tout moment selon elle. Elle a ensuite dit à son ami de sortir dans le jardin et de s'asseoir là pendant qu'elle s'occupait de Heath. La jeune fille a fini par suivre ce conseil et est sortie. Par la suite, beaucoup de ceux qui ont enquêté sur l'affaire se sont demandé pourquoi les choses s'étaient passées ainsi et pourquoi elle n'avait pas essayé de s'enfuir. Selon moi, la principale raison de ce comportement était que cette fille avait le même âge que Carly. Et je suppose qu'après avoir vu le corps de la femme morte et son ami avec une arme à la main, elle a décidé qu'il serait plus sûr pour elle d'obéir aux ordres. Selon le témoignage de la jeune fille, des coups de feu ont retenti peu de temps après sa sortie. Il est plus exact de dire qu'un seul coup de feu a d'abord retenti, accompagné des cris d'un homme, puis 2 autres coups de feu ont retenti. Quelques instants plus tard, des bruits de lutte ont retenti. Carly s'est alors précipitée dans l'arrière-cour et a dit à son ami de courir. Finalement, les filles ont sauté le mur et se sont enfuies. On sait qu'à ce moment-là, elles se sont séparées et que l'ami de Carly a couru jusqu'à sa maison, essayant de s'éloigner le plus possible de l'endroit. Il est difficile de dire exactement ce qui s'est passé à l'intérieur de la maison. Selon Heath, le beau-père de Carly, il a à peine eu le temps d'ouvrir la porte qu'une arme lui a été braquée sur le visage. Heureusement, la première balle n'a fait qu'effleurer son épaule. Alors qu'il se battait pour sa vie et tentait de prendre l'arme des mains de Carly, plusieurs autres coups de feu ont retenti. Mais aucune de ces balles n'a atteint Heath. Lorsque la jeune fille a réalisé qu'elle n'avait plus de munitions, elle a simplement lâché l'arme et s'est enfuie en courant. Selon lui, au moment de l'attaque, Carly avait l'air d'avoir vu un démon. Et ce qui n'est pas négligeable, c'est que l'homme n'a pas immédiatement réalisé ce qui s'était passé. Il a supposé qu'un cambrioleur avait pu s'introduire dans la maison
et que c'était pour cette raison que la jeune fille s'était emparée de l'arme. Il a également pensé que l'auteur présumé de l'agression pouvait encore se trouver à l'intérieur. Ce n'est qu'une fois que Carly s'est enfui qu'il a décidé d'appeler la police pour demander de l'aide. Pendant que l'homme parlait avec l'opérateur, il a également jeté un coup d'œil rapide à la maison pour voir si des intrus se trouvaient encore à l'intérieur. C'est alors qu'il a découvert le corps d'Ashley. Il gisait toujours sur le sol de la chambre de Carly, une serviette sur le visage. Lorsque les premiers policiers sont arrivés sur place, l'homme gisait dans le salon, horrifié par ce qu'il avait vu. Il a seulement tenté d'expliquer aux policiers à quoi ressemblait Carly et dans quelle direction elle avait pu prendre la fuite. Après une brève conversation, Heath a été emmené à l'hôpital. Okay, sir. Where's your wife? She's dead on the floor of my stepdaughter's room. What's your wife's name? Ashley Smiley. Ashley Smiley? Pendant ce temps, les policiers qui fouillaient toujours la maison ont découvert l'une des caméras de vidéosurveillance installées dans le garage. Elle semble avoir filmé le moment où la jeune fille a attaqué son beau-père. Carly a été retrouvée peu après. Elle marchait sur le bord de la route, à environ 3 km de son domicile. Au cours de l'interrogatoire, il est apparu que Carly et sa mère avaient quelques problèmes. Ses camarades de classe ont révélé qu'elle avait parlé à plusieurs reprises de son intention de commettre un meurtre. Selon eux, elle n'a jamais caché sa haine envers sa mère et son beau-père. Carly estime qu'Ashley ne fait que lui rendre la vie plus difficile et la priver de sa liberté. Une amie de Carly, qui était venue chez elle ce jour-là et avait découvert le corps de sa mère, s'est également rendue au poste de police pour raconter sa version des faits. La police a également interrogé le père biologique de la jeune fille, qui a déclaré que le beau-père de Carly l'encourageait régulièrement à avoir des relations intimes avec lui, ce qui serait la principale raison d'un tel acte. Il ne disposait toutefois d'aucune preuve pour étayer ses suppositions. Quelque temps après son arrestation, Carly a déclaré qu'elle avait commencé à entendre des voix. Elle aurait récemment commencé à avoir des pensées intrusives extrêmement controversées. À peu près à la même période, les avocats de la jeune fille ont tenté de la faire passer pour folle. Ils n'ont toutefois pas pu confirmer cette hypothèse ni produire de conclusions d'experts. Tout au long du procès, ils ont clamé son innocence. Pourtant, les représentants de l'accusation ont présenté toutes sortes de preuves indiquant que Carly avait bel et bien commis ces crimes. Heath, qui était également présent dans la salle d'audience, a raconté comment il avait trouvé le corps de son épouse. Il a déclaré avoir couru vers Ashley pour prendre son pouls, puis avoir ôté la serviette de son visage pour découvrir son décès. L'une des amies proches de Carly est également apparue dans la salle d'audience pour témoigner. C'est cette même fille qui a abordé Ashley et lui a fait part de ses inquiétudes concernant Carly. Selon elle, Carly traversait une mauvaise passe. Elle avait l'impression que Carly avait choisi la mauvaise voie, mais chaque fois qu'elle essayait d'engager la conversation, la discussion tournait au conflit. C'est pourquoi elle a décidé de se tourner vers sa mère, qu'elle estimait être la personne la plus à même de l'aider. Sur la base de toutes les preuves, des témoignages et des images provenant de plusieurs caméras vidéo, le jury a rendu son verdict et condamné Carly Gregg à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Verdict of the jury is count one. We, the jury, find the defendant, Carly Madison Gregg, guilty of first-degree murder as charged in the indictment. Count two. We, the jury, find the defendant, Carly Madison Gregg, guilty of attempted murder as charged in the indictment. Count three. We, the jury, find the defendant, Carly Madison Gregg, guilty of tampering with evidence as charged in the indictment. Please be seated, Ms. Gregg. First-degree murder is charged in the indictment. Beginning on the first row, ma'am, is that your verdict? Sir, is that your verdict? Yes, sir. Ma'am, is that your verdict? Sir, is that your verdict? Ma'am, is that your verdict? You gotta answer out loud, ma'am. I'm sorry. Yes. On the back row, sir, is that your verdict? Ma'am, is that your verdict? Ma'am, is that your verdict? Sir, is that your verdict? Ma'am, is that your verdict? Ma'am, is that your verdict? Ma'am, is that your verdict? That verdict is proper and unanimous. As to count two, we, the jury, find the defendant, Carly Madison Gregg, guilty of attempted murder as charged in the indictment. Beginning on the first row. Ma'am, is that your verdict? Yes, Sir, is that your verdict? Yes, sir. Ma'am, is that your verdict? Sir, is that your verdict? Carly Madison Gregg a effectivement été condamnée à la prison à vie pour meurtre et tentative de meurtre, ainsi qu'à 10 ans supplémentaires pour falsification de preuves. Ses avocats ont tenté d'obtenir une peine de prison à vie assortie d'une libération conditionnelle, mais ils ont échoué. C'est ainsi que s'achève l'affaire Carly Gregg.
Le 29 février 2000, John Price, un homme divorcé et père de 2 enfants âgés de 45 ans, demanda aux autorités de délivrer une ordonnance contre son ex-compagne, Catherine Knight. Selon John, celle-ci avait commencé à le menacer peu après qu'il lui eut refusé sa demande en mariage. Ils avaient déjà eu plusieurs conflits sérieux qui s'étaient terminés par des violences physiques de sa part. En outre, John contacta certains de ses collègues pour leur dire que quelque chose de grave allait se produire s'il ne se présentait pas un jour au travail. Étonnamment, le lendemain, John ne se présenta pas au travail, suscitant ainsi l'inquiétude de ses collègues, qui hésitaient à savoir s'il s'agissait d'une plaisanterie. Après plusieurs tentatives infructueuses de son employeur pour le joindre par téléphone, celui-ci décida d'envoyer un employé à son domicile pour vérifier lui-même qu'il allait bien. Au même moment, l'un des voisins de John fut intrigué en voyant sa voiture stationnée devant chez lui. Il s'approcha alors de la maison et frappa à la porte à plusieurs reprises. N'obtenant aucune réponse, il alerta la police. Il régnait un silence de mort dans la maison, mais était-ce vraiment le cas ? Après avoir patienté quelques minutes devant la porte, le voisin de John jeta un coup d'œil par la fenêtre d'une des chambres afin d'écarter l'hypothèse qu'il dormait. À première vue, il lui sembla effectivement que la maison était vide. Du moins, aucun mouvement n'était perceptible. Cependant, en y regardant de plus près, le voisin de John remarqua plusieurs larges taches de sang sur le sol, près de l'entrée de la pièce. Il appela donc immédiatement la police et expliqua la situation. Les forces de l'ordre arrivèrent sur les lieux 10 minutes plus tard. Il n'était alors que 8 heures du matin. Après avoir inspecté la maison depuis la rue, les policiers ne remarquèrent rien d'anormal. Ils décidèrent néanmoins d'entrer pour lever tout doute. La scène qu'ils découvrirent à l'intérieur fut décrite comme effroyable et inimaginable. Cela dit, il ne fut pas difficile de trouver le coupable, puisqu'il était resté à l'intérieur de la maison durant toute l'opération. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée à Catherine Mary Knight, une femme devenue l'une des meurtrières les plus célèbres de l'histoire australienne. Elle est née le 24 octobre 1955 à Tenterfield, une ville de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Sa mère, Barbara, était mariée à un homme nommé Jack Rogan. Ils vécurent longtemps à Aberdeen, où ils eurent 4 enfants. Cependant, Barbara eut une liaison avec Kenneth Knight, un ami proche de son mari, ce qui entraîna rapidement leur séparation. Barbara confia alors ses 4 enfants à Jack et partit vivre avec Kenneth. Ensemble, ils fondèrent une nouvelle famille, et c'est ainsi que naquirent Catherine, sa sœur jumelle, 2 frères et une autre sœur. Malheureusement, Jack Rogan, l'ex-mari de Barbara, décéda en 1959. 2 de leurs 4 enfants vinrent alors vivre avec elle. À ce moment-là, il était déjà évident que l'environnement familial dans lequel ils grandissaient était inadapté, pour ne pas dire plus. La raison principale en était sans doute que Ken, comme on l'appelait communément, était un homme cruel et grossier, en proie à de graves problèmes d'alcool. Il maltraitait fréquemment Barbara et battait leurs enfants sans retenue. Toutefois, la mère de Catherine n'avait rien d'une mère équilibrée, au sens habituel du terme. Elle allait même jusqu'à raconter à ses filles des détails intimes de sa vie conjugale. Un tel comportement parental eut inévitablement des répercussions sur les enfants. On sait que les frères et sœurs de Catherine avaient adopté les habitudes de leur père et lui avaient infligé à plusieurs reprises des violences physiques. Une fois, la jeune fille fit part à sa mère de la situation dans laquelle elle se trouvait, mais celle-ci, insensible, lui conseilla simplement d'arrêter de se plaindre et d'accepter son sort. En fin de compte, les brimades persistèrent et laissèrent une marque indélébile sur le psychisme de Catherine. À l'école, elle était une fille renfermée et maussade, persuadée que tout le monde autour d'elle cherchait à lui nuire d'une manière ou d'une autre. Elle se bagarrait donc constamment avec ses camarades de classe. À un moment donné, elle tenta même d'attaquer l'un d'eux avec un couteau qu'elle transportait secrètement dans son sac à dos. Malgré les bagarres et les querelles incessantes avec son entourage, Catherine réussissait plutôt bien ses études. Plus tard, cependant, elle se replia sur elle-même et finit par abandonner l'école. Elle trouva ensuite un emploi de coupeuse dans une usine de vêtements où elle travailla pendant environ 1 an. En 1971, à l'âge de 16 ans, Catherine commença à travailler dans un grand abattoir du même quartier d'Aberdeen. Elle y apprit à manier les couteaux et fut même promue. Selon ses collègues, elle aimait tellement son métier qu'elle le considérait comme sa véritable vocation.
Elle alla jusqu'à accrocher son premier jeu de couteau de boucher au-dessus de son lit. Avant de s'endormir, la jeune fille les contemplait parfois, ce qui lui procurait apparemment un grand plaisir. En 1973, le comportement agressif de Catherine devint de plus en plus fréquent. C'est à cette époque qu'elle rencontra son premier mari, David Kellett, un jeune homme de 22 ans qui avait déjà travaillé pour une compagnie ferroviaire locale. Peu avant leur rencontre, il avait été licencié en raison de ses problèmes d'alcool. Cette circonstance l'avait contraint à trouver un nouvel emploi à l'abattoir que j'ai déjà mentionné, où il fit la connaissance de Catherine. Après avoir appris à se connaître, les jeunes gens décidèrent de se marier. La rumeur veut que leur première nuit de noces ait été inoubliable. Après avoir eu 3 rapports intimes, Kellett s'endormit, ce qui mit Catherine dans une colère noire, car elle estimait que 3 fois n'était pas suffisante. Elle se jeta alors littéralement sur son mari et tenta de l'étrangler. Heureusement pour lui, elle n'y parvint pas. Néanmoins, ce n'était que le début de leur relation tumultueuse. Ils furent en effet victimes d'une série d'agressions physiques, dont la fréquence ne cessa d'augmenter avec le temps. On sait que leur dernière violente dispute éclata peu avant que Catherine n'accouche de leur enfant commun. Tout commença lorsque David rentra plus tard que d'habitude. Au lieu de lui demander calmement la raison de son retard, la jeune femme prit une poêle à frire et lui asséna un violent coup sur la tête. Voyant un filet de sang s'écouler immédiatement de la blessure de Kellett, Catherine se mit à crier et à appeler à l'aide. Alertée par ses hurlements, un voisin appela la police, ce qui conduisit à l'arrestation de Catherine. Cependant, celle-ci fut de courte durée et elle rentra chez elle quelques heures plus tard. En mai 1976, David prit finalement la décision de quitter Catherine. Il ne supportait plus son agressivité, d'autant plus qu'elle se défoulait sur leur fille après ses accès de colère. Peu avant leur séparation, il alla même jusqu'à abandonner le landau avec leur bébé sur une voie ferrée. Heureusement, un sans-abri qui fouillait les environs à la recherche de nourriture aperçut l'enfant à temps et parvint à le sauver. En apprenant ce qui s'était passé, Catherine perdit immédiatement son sang-froid. À son retour du travail, elle s'empara d'une hache et sortit dans la rue, menaçant les passants de mort. Quelques minutes plus tard, elle fut arrêtée et placée en hôpital psychiatrique, où on lui diagnostiqua une dépression postpartum. Une fois sortie de l'hôpital, Catherine se retrouva à nouveau en difficulté. Armée de l'un de ses couteaux de boucher et tenant sa fille dans l'autre main, elle s'en prit violemment à une femme inconnue. Catherine voulait qu'elle la conduise en voiture chez David. Face à son refus d'obtempérer, elle lui asséna plusieurs coups de poing au visage. Heureusement, la victime parvint à s'échapper et à rejoindre une station-service où elle demanda de l'aide. Les employés contactèrent immédiatement la police. Lorsque les agents arrivèrent sur place, ils trouvèrent Catherine brandissant un couteau dans une main et tenant son bébé dans l'autre. Une fois calmée, elle fut de nouveau internée en hôpital psychiatrique et sa fille placée dans un lieu sûr. Par la suite, l'enfant fut confié à ses grands-parents maternels, tandis que son père, David, fut informé que Catherine se trouvait dans le service psychiatrique de l'hôpital de Nouvelle-Galles du Sud. Le 9 août 1976, Catherine sortit de l'hôpital et fut confiée à sa belle-mère, chargée de veiller à ce qu'elle prenne correctement tous les médicaments prescrits. Étonnamment, quelques semaines plus tard, Catherine et David décidèrent de reprendre la vie commune. Cependant, comme auparavant, leur cohabitation pacifique fut de courte durée et le couple continua d'attirer l'attention par ses disputes incessantes. Malgré tout, le 6 mars 1980, ils eurent une autre fille. Les années passèrent et, un jour, en rentrant du travail, David constata que ni Catherine ni leur fille n'étaient à la maison. Il s'avéra qu'elle s'était rendue chez les parents de Catherine, dans une ferme située quelque part près d'Aberdeen. La jeune femme y retrouva un emploi dans un abattoir, mais fidèle à son tempérament, elle fut rapidement renvoyée. Bientôt, Catherine déménagea à nouveau et, environ un an plus tard, elle commença à souffrir de violents maux de dos qui l'obligèrent à cesser de travailler. Heureusement pour elle, les autorités locales lui accordèrent non seulement une bonne allocation, mais l'aidèrent aussi à trouver un petit appartement situé près de l'école où ses filles devaient être scolarisées. À plus de 30 ans, Catherine, grande et mince, était plutôt séduisante. Mais elle aspirait avant tout à rencontrer un homme bon et attentionné.
Extérieurement, elle semblait joyeuse et souriante, mais au fond d'elle-même, elle restait agressive, jalouse et possessive. Quoi qu'il en soit, son apparence lui permit de fréquenter toutes sortes d'hommes, dont un mineur de 38 ans, David Saunders. Il était considéré comme un homme beau et charmant, mais son principal défaut était sans doute sa consommation d'alcool, bien plus excessive que celle des autres. Malgré cela, les deux trouvèrent un terrain d'entente et, au début, leur relation se déroula sans heurts. Au fil du temps, leur relation devint de plus en plus sérieuse et ils décidèrent de vivre ensemble. David emménagea donc avec Catherine et ses filles. Presque immédiatement après son installation, les querelles et les disputes, qui faisaient partie intégrante du caractère de la jeune femme, éclatèrent au grand jour. Catherine accusait sans cesse Saunders d'entretenir des liaisons secrètes avec d'autres femmes. Le couple se disputait parfois pendant des heures à ce sujet. Un jour, Catherine mit David à la porte. Cependant, dès le lendemain, elle le supplia de revenir. Même après son retour, leurs conflits ne cessèrent pas. En mai 1987, après une nouvelle querelle violente, Catherine attrapa un chiot âgé de 2 mois et l'égorgea sous les yeux de David. Elle lui déclara alors qu'il subirait le même sort s'il osait la tromper avec une autre femme. Malgré leurs violentes disputes et d'autres événements tout aussi odieux, Catherine donna naissance à leur 3e fille en juin 1988. Peu après la naissance de l'enfant, David et Catherine achetèrent une petite maison qu'ils décorèrent ensuite d'une manière pour le moins singulière. Les murs furent ornés de crânes de vaches, de peaux d'animaux et de cornes de taureaux. Parmi les autres objets qui composaient cette étrange décoration, on trouvait d'énormes fourches, des cuillères en bois, des râteaux, des pièges à animaux rouillés, des vestes de motards en cuir usé, plusieurs selles, des bottes de cow-boy et divers autres accessoires. Tous les espaces libres de la maison étaient envahis de journaux, de vêtements sales et de vieux livres que personne ne lisait. Il ne faisait aucun doute que Catherine appréciait ce style de décoration. Peut-être même y prenait-elle un plaisir particulier. Mais cela ne dura pas longtemps, car après une nouvelle dispute, au cours de laquelle elle frappa Saunders avec un fer à repasser avant de le poignarder dans la poitrine avec des ciseaux, il décida qu'il ne pouvait plus tolérer ces violences et quitta définitivement le domicile familial. Catherine tenta bien de le retrouver et de se racheter, mais elle ne parvint jamais à remettre la main sur lui. À un moment donné, désespérée, elle alla même jusqu'à découper tous ses vêtements avant de les jeter à la poubelle. Étonnamment, quelques mois plus tard, David revint. Il voulait simplement voir sa fille. Il fut sincèrement choqué d'apprendre que pendant son absence, Catherine avait eu le temps de se rendre à la police et de prétendre qu'il représentait un danger pour elle. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'entre-temps, Catherine était parvenue à épouser un autre homme. Son nouvel élu était John Chillingworth, un collègue de son ancien travail, âgé de 43 ans. En 1991, Catherine donna naissance à son 4e enfant, un garçon. De nombreux voisins furent surpris de constater l'absence de querelles ou de conflits entre elle et son compagnon, John Chillingworth. Cependant, cela ne signifiait pas pour autant qu'ils étaient heureux ensemble. Quelque chose ne tournait visiblement pas rond, car après 3 ans de vie commune, il s'avéra que Catherine entretenait une liaison secrète avec un certain John Price depuis le début de sa relation avec Chillingworth. Cette trahison devint d'ailleurs la principale raison de leur séparation. Au départ, Chillingworth prit très mal cette rupture, non pas à cause de Catherine elle-même, mais parce qu'ils venèrent d'avoir un fils. Cependant, après les événements qui allaient suivre, il se sentit sans doute comme l'homme le plus chanceux du monde. Quant à John Price, il était déjà divorcé lorsqu'il commença à fréquenter Catherine. Il avait également 2 enfants qui, pour une raison inconnue, vivaient avec lui plutôt qu'avec leur mère. Après sa séparation avec Chillingworth en 1995, Catherine emménagea chez Price. À l'époque, celui-ci travaillait dans les mines locales et gagnait plutôt bien sa vie. Au début, leur vie commune fut relativement paisible. Cependant, Price ne tarda pas à réaliser que Catherine était une femme au caractère incroyablement fort et imprévisible. On sait qu'en 1998, elle lui demanda de l'épouser, mais il refusa immédiatement. En guise de représailles, Catherine filma tous les objets qu'elle soupçonnait Price d'avoir volés sur son lieu de travail avant d'envoyer la vidéo à son employeur. Il s'agissait en réalité de vieilles trousses médicales que Price avait récupérées dans une poubelle située dans les locaux de son entreprise.
Quoi qu'il en soit, il fut licencié. Lorsqu'il rentra chez lui, une violente dispute éclata entre lui et Catherine. Il finit par la mettre à la porte en lui disant qu'il ne voulait plus jamais entendre parler d'elle. Malgré cela, quelques mois plus tard, ils reprirent leur relation. Cette fois-ci, cependant, Price refusa de laisser Catherine revenir vivre chez lui avec toutes ses affaires. Cette décision fut à l'origine de nombreuses querelles, de plus en plus fréquentes et intenses. À un moment donné, Catherine se mit à calomnier Price auprès de ses amis, prétendant qu'il abusait de ses filles, ce qui était évidemment faux. En février 2000, une nouvelle violente dispute éclata entre eux, au cours de laquelle Catherine poignarda Price pour la première fois. C'est en effet à la suite de cet événement que la fin commença à se profiler, du moins en ce qui concernait la vie de l'homme. Comme mentionné au début de cette vidéo, le 29 février 2000, Price s'adressa aux autorités afin d'obtenir une ordonnance du tribunal contre Catherine. Il contacta également certains de ses collègues et leur confia que si, un jour, il ne se présentait pas au travail, cela signifierait que Cathy, comme il l'appelait parfois, lui avait fait du mal. Il n'avait pas tort. Lorsqu'il rentra chez lui ce soir-là, ses enfants n'étaient plus là. Il s'avéra que Catherine avait profité de son absence pour les envoyer chez des amis communs. Apparemment, elle voulait lui faire croire qu'elle souhaitait une réconciliation. Vers 23h, alors que Price dormait déjà, Catherine entra dans la maison et s'installa devant la télévision. Elle n'eut même pas besoin d'enfoncer la porte, car elle possédait encore les clés. Après un moment, elle alla prendre une douche, puis réveilla l'homme pour avoir une relation sexuelle avec lui. Une fois cela fait, Price se rendormit, sans se douter que cette nuit serait la dernière de sa vie. Catherine avait minutieusement préparé son crime. Elle avait disposé plusieurs couteaux de boucher à des endroits stratégiques de la maison, au cas où Price tenterait de s'enfuir. Lorsqu'elle s'assura qu'il était profondément endormi, elle s'empara de l'un des couteaux, monta sur lui et lui enfonça la lame dans le corps. Réveillée en sursaut par la douleur, Price tenta de repousser Catherine, mais celle-ci parvint à le maîtriser. Pour autant que l'on sache, Catherine l'a poignardé une quarantaine de fois au cours de l'attaque. Cela explique parfaitement pourquoi, lorsque la police pénétra dans la maison, elle découvrit d'abord de multiples éclaboussures de sang sur le sol et les murs. Mais ce n'était que le début d'une scène bien plus macabre. Alors que l'un des policiers continuait à fouiller les lieux, il remarqua un rideau suspendu entre deux pièces. En tendant la main pour le décrocher des crochets, les autres comprirent qu'il ne s'agissait pas d'un simple tissu. Catherine avait immédiatement entamé le processus de dépeçage après le meurtre de Price. Une partie de la peau de l'homme servait désormais de rideau, tandis qu'une autre avait été placée dans une grande marmite où mijotaient déjà des légumes. Catherine alla encore plus loin. Elle sépara les fesses de Price, les découpa en petits morceaux et les disposa sur une plaque de cuisson. Elle sortit ensuite la vaisselle, dressa la table et plaça à côté des assiettes des petits papiers portant les noms des enfants de Price comme pour leur attribuer une place. Il ne faisait aucun doute qu'elle comptait les nourrir avec la chair de leur propre père. Quant au reste du corps de Price, il fut retrouvé allongé, les jambes croisées et un bras tendu, dans une mise en scène troublante. Catherine elle-même gisait à ses côtés. Il s'avéra qu'elle avait ingéré des pilules dans le but apparent de mettre fin à ses jours. Cependant, elle survécut et fut transportée en urgence à l'hôpital le plus proche. Elle ne reprit conscience que le 4 mars de la même année. Ce jour-là, la police vint l'interroger sur les événements qui s'étaient déroulés. Catherine s'empressa d'affirmer qu'elle ne se souvenait de rien. Après quelque temps, ses avocats tentèrent de prouver qu'en raison de divers troubles mentaux, elle ne pouvait tout simplement pas être jugée ni assumer la responsabilité pénale de ses actes. Les autorités durent alors ordonner un examen psychiatrique afin de déterminer si elle était atteinte d'une maladie mentale. À l'issue de cet examen, 3 spécialistes déclarèrent qu'elle était pleinement consciente de ses actes au moment du meurtre et qu'elle était donc apte à être jugée. Néanmoins, ils lui diagnostiquèrent un trouble de la personnalité dit « borderline », caractérisé par une incapacité à contrôler ses émotions et ses impulsions. Au cours du procès principal, les avocats de Catherine continuèrent à plaider son innocence, expliquant les événements par des troubles mentaux et une amnésie. L'accusation, quant à elle, affirma avec fermeté que la femme n'était pas malade et que son véritable problème était d'avoir toujours agi en toute impunité, sans jamais subir de conséquences. Acculée,
Catherine finit néanmoins par plaider coupable du meurtre de John Price. Le 8 novembre 2000, le juge la condamna à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Catherine est actuellement incarcérée dans un centre pénitentiaire pour femmes appelé Civil Water. Entre ses murs, elle est surnommée Nana, un terme qui signifie « personne gentille et douce ». Elle y est connue comme une détenue qui apaise les tensions et prévient les conflits avant qu'ils ne s'enveniment. Depuis son incarcération, elle n'a jamais été impliquée dans la moindre altercation et est même considérée comme un modèle de conduite pour les autres prisonnières. Cependant, beaucoup d'entre elles savent qu'il vaut mieux garder leur distance. Derrière le masque de cette femme apparemment bienveillante se cache en réalité une tueuse impitoyable.